Laure et moi étions vraiment ravis de vous retrouver ce soir pour le cycle Comprendre la médecine personnalisée. Et cette webconférence donc concernera les cancers du sein et les cancers gynécologiques. Donc, dans l'ordre des mois de sensibilisation, nous aborderons d'abord la gynécologie avec octobre turquoise, et puis avec septembre turquoise et octobre arrivant très vite, nous traiterons ensuite le cancer du sein. Pour cela, nous avons donc la grande chance d'être entourés ce soir du professeur Frédéric Pénaud-Lorca qui est par téléphone, du docteur, bonjour Frédéric, du docteur Léa Rie qui est parmi nous et du docteur Gilles Frayère qui nous rejoindra plus tard. Donc, merci à tous les trois et nous serons ensuite rejointes par une patiente experte, Corinne, donc un grand merci à elle. Je sais qu'elle est déjà en ligne. Donc, comme vous l'avez lu et comme vous connaissez déjà bien les règles maintenant, il ne s'agit pas de téléconsultation et donc nous ne prendrons en compte que des questions d'ordre général. Le docteur de bureau, qui est hématologue, répondra à certaines de vos questions générales par écrit. Donc, si vous voyez des réponses écrites, c'est le docteur de bureau qui répondra. Donc, bienvenue à toutes et tous. Laure, est-ce que tu voulais déjà faire un petit mot d'introduction ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est vrai que sur mon réseau cancer du sein, sur mon réseau cancer gynéco, tous les jours, en fait, les patientes échangent, posent des questions aux différentes étapes de leur parcours. Avec le temps, avec le développement de ces communautés, on voit aussi combien les choses se précisent, combien les maladies sont différentes, combien les caractéristiques et les examens qui sont proposés, les biopsies qui sont proposées à différents moments apportent des informations, mais aussi des questions dans nos communautés. On s'est dit que c'était important de revenir ce soir avec l'aide des spécialistes sur ces notions pour comprendre finalement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire quand on veut caractériser la maladie, mais aussi aujourd'hui préciser certains traitements grâce à des recherches spécifiques qui sont faites donc à différents moments de la maladie. On a donc dans nos réseaux en fait des groupes qui se font sur des thématiques assez précises et on pourra ainsi mieux répondre aux questions particulières des patientes qui parfois ont un peu de mal à se retrouver dans cette médecine qui est aussi de plus en plus technique avec des mots compliqués. Donc l'objectif de cette rencontre ce soir, c'est de permettre aux uns aux autres de poser leurs questions après vos interventions, mais aussi de pouvoir vous proposer un replay où vous pourrez retrouver ces présentations qui vont, je pense, nous éclairer beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Alors, nous allons d'abord nous tourner virtuellement vers le professeur Frédéric Pénaud-Lorca. Donc, professeur Pénaud-Lorca, vous êtes anatomopathologiste. Donc, c'est vous, en fait, qui analysez les biopsies et donnez ce qu'on a appelé la carte d'identité de la tumeur. Votre rôle est donc central dans la prise en charge des patients et du traitement personnalisé. Vous êtes également directrice générale du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand et vous êtes également au conseil d'administration de l'INCa. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous avez des slides donc, que Camille va mettre en plein écran et nous allons vous écouter. Je vais vous parler de la carte d'identité de ma tumeur suivante. Une carte d'identité tumorale, pourquoi ? Il faut se replacer il y a une vingtaine d'années en arrière. On avait un cancer du sein ou un cancer de l'utérus. En fait, on traitait tout le monde de la même façon. La seule chose qui rentrait en ligne de compte pour traiter la maladie, c'était le stade, c'est-à-dire l'extension de la maladie. Donc, on pouvait faire que de la chirurgie ou de la chirurgie avec de la radiothérapie dans certaines localisations ou rajouter de la chimiothérapie. Mais on n'était pas du tout dans une personnalisation du traitement. Donc, mots de vocabulaire qui sont importants à connaître. Tout d'abord, la thérapie ciblée. Puis, on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est des traitements qui agissent directement sur des caractéristiques de nos cellules, des cellules tumorales, des caractéristiques moléculaires, qui sont en général donc des anomalies des cellules qui interviennent directement ou indirectement dans la cancérisation des cellules. Donc, c'est théoriquement des cibles qui sont présentes en grande quantité dans les cellules tumorales et normalement pas présentes ou très peu dans les cellules normales. Ces cibles, en fait, ce sont le plus souvent des protéines de surface ou des enzymes. On va parler de théranostiques,
beaucoup aujourd'hui, c'est la contraction de thérapeutique et de diagnostic. Donc, c'est ce qui donne en fait une information qui permet une plus grande personnalisation du traitement. Et un facteur prédictif, c'est un facteur direct ou indirect qui influence la réponse à une thérapie et qui peut être aussi pronostic, c'est-à-dire un témoin de l'agressivité tumorale. Alors, les bénéfices d'une thérapie ciblée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est de permettre de donner le traitement de façon plus personnalisée. C'est de pouvoir en fait donner ce test à des patients qu'on aura sélectionnés et qui recevront des traitements différents. Alors, il faut savoir que parfois, on n'a pas de cible thérapeutique. En tout cas, aujourd'hui, de cible thérapeutique connue. C'est par exemple, Gilles Freyer vous en parlera tout à l'heure, les cancers du sein triple négatif. Alors, on commence à avoir des médicaments plus spécifiques pour ces cancers-là. Ça va être par exemple l'immunothérapie, ça peut être des chimiothérapies, parce qu'on n'abandonne pas la chimiothérapie dans un grand nombre de cancers. Elle va venir seule ou avec une thérapie ciblée. Mais en tout cas, on peut, pour une partie des patients, avoir des traitements plus précis, adaptés à leur maladie. Et pour d'autres, donc, on améliore les autres stratégies thérapeutiques. Donc, quels sont les bénéfices d'une thérapie ciblée? Alors, en fait, on va dire qu'une thérapie ciblée est utile et démontrée quand l'utilisation du test va permettre d'améliorer le pronostic chez un ou une patiente par rapport à ceux qui n'utilisent pas le test. Donc, le test va permettre de sélectionner des options thérapeutiques a priori appropriées et efficaces. Donc, c'est important parce que ça veut dire que si on n'a pas la cible, le traitement n'aura pas d'activité. Donc, l'utilisation de ce test va permettre d'éviter des traitements inefficaces et potentiellement toxiques, ainsi que de diminuer les coûts, puisqu'on n'utilisera pas certains traitements chez des patients chez qui on sait que le traitement ne va pas fonctionner. Et puis, bien entendu, ce traitement doit améliorer la survie, doit avoir un impact où il peut être identique à un traitement qui existe déjà, mais être beaucoup moins toxique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pris en compte. Parfois, il n'y a pas forcément une amélioration majeure de la survie, mais il y a une toxicité qui est bien moindre et donc qui va faire adopter ce traitement plutôt qu'un autre. Donc, ça a été rappelé au début, je suis pathologiste. Donc, mon métier, c'est de regarder les tissus ou les cellules qui ont été prélevées dans le cadre d'une maladie et je vais donc répondre à un certain nombre de questions. La première question, quand on retire un tissu, alors par exemple dans l'exemple du cancer du sein ou dans le dépistage du cancer du col, c'est pas forcément toujours des lésions malignes, on n'est pas sûr de la malignité. Donc la première chose, c'est est-ce que ce qu'on a retiré est bénin? Est-ce que c'est un cancer ou est-ce que c'est un état précancéreux? Si c'est malin, est-ce que c'est grave? Quel est son potentiel agressif? Parce que ça va avoir une implication sur les stratégies de traitement. Et si c'est précancéreux, est-ce qu'on surveille simplement? Est-ce qu'il faut retirer la lésion? Donc ça, on va apprécier en fait le potentiel évolutif de la lésion précancéreuse. Quelque chose donc qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années et puis qui augmente pratiquement tous les mois, c'est comment traiter. C'est-à-dire, avec l'arrivée des nouveaux médicaments, nous, on va rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment très important pour l'oncologue ou le radiothérapeute. Et puis, une question importante, c'est une pièce opératoire pour le chirurgien, mais aussi pour le radiothérapeute. Est-ce que j'ai tout enlevé? Donc, comment sont les limites d'exérèse de la lésion? Et en fonction des limites d'exérèse, est-ce qu'il y a besoin d'une réintervention? Ou par exemple, dans le cancer du sein, est-ce qu'on fait une radiothérapie avec ce qu'on appelle un boost sur les zones où les limites d'exérèse sont assez proches? Et en fait, cette analyse que l'on va produire, l'analyse du tissu par le pathologiste, ça constitue vraiment la pierre angulaire de la prise en charge des patients et des patientes. Et en fait, nous, on n'est pas que dans notre service devant notre microscope, mais on est un membre à part entière des réunions de concertation pluridisciplinaire, des RCP, et de l'équipe médicale qui prend en charge le patient.
aussi bien avant le cancer, quand on fait du dépistage sur les lésions potentiellement précancéreuses, que sur les cancers ou sur l'analyse des tissus métastatiques. Une des premières analyses que l'on fait en anapath, c'est la description de ce que l'on voit, l'analyse du tissu. Alors, je vous ai pris ici un exemple d'une pièce d'ovariectomie. Il y avait une masse abdominale avec des symptômes, des saignements. Au bilan préopératoire par le radiologue, c'était une lésion qui était hautement suspecte. Elle est donc retirée par le chirurgien. Mais à partir de ce moment-là, en fait, on ne peut rien décider avant que nous, on ait fait notre analyse des tissus. Donc, ça peut être tout d'abord, on va commencer par le bas, une tumeur à malignité limite. Donc, c'est une lésion qui est très proliférative, mais qui n'est pas un cancer invasif. Donc, quand on diagnostique ce type de lésion, on peut faire une chirurgie conservatrice, ça veut dire qu'on va pouvoir garder l'utérus et l'autre ovaire. Le chirurgien fera une exploration abdominale pour voir s'il n'y a pas des petits implants qui peuvent se voir, des petites disséminations qui peuvent se voir dans le péritoine. Il les retirera s'il en trouve. Il va retirer un petit bout de la graisse intra-abdominale aussi, parce qu'il peut y avoir des greffes qui peuvent se faire là. Et puis, si on ne trouve rien d'invasif, il y aura une surveillance. Soit, par exemple, on va diagnostiquer un cancer. Donc, si on regarde à droite, on va diagnostiquer un carcinome séreux de haut grade. Donc, c'est une tumeur de l'ovaire qui est maligne. Dans ces cas-là, la chirurgie est radicale, c'est-à-dire qu'on doit retirer l'utérus, l'autre ovaire. On va faire des prélèvements péritonéaux, on enlèvera des ganglions. Et ça aura également une implication puisqu'on va rechercher des biomarqueurs. Alors, ces biomarqueurs, ils sont indirects. On va rechercher en fait des marqueurs, Alexandra vous en parlera tout à l'heure, qui mettent en évidence une instabilité génétique au niveau de la tumeur qui permettent d'utiliser certains médicaments. Donc, on va rechercher le statut des gènes BRCA1, BRCA2 sur la tumeur ovarienne et éventuellement, si on ne trouve pas d'anomalie de ces gènes, on recherchera des déficits de la réparation de l'ADN, de quelque chose qui s'appelle la recombinaison homologue, quelque chose qu'on appelle le HRD. Et donc, on pourra proposer un traitement adapté à la biologie. Et puis, on peut trouver parfois, même s'il y a eu un bilan préopératoire assez bien mené, que cette tumeur de l'ovaire, en fait, ce n'est pas une tumeur primitive de l'ovaire, mais c'est une métastase dans les ovaires. Et là, je vous ai mis une image d'une métastase d'un cancer du côlon. Et dans presque un cas sur 5, on peut avoir des tumeurs de l'ovaire qui sont en fait des métastases de cancer du côlon, alors que le cancer du côlon n'est pas cliniquement diagnostiqué. Ça peut être l'entrée dans le diagnostic d'un cancer du côlon. Donc nous, on va, grâce à nos analyses complémentaires qu'on fera sur ce tissu, confirmer que c'est bien la métastase d'un cancer du côlon ou d'un cancer de l'estomac, par exemple. Et donc, un traitement adapté, spécifique, puisque ce n'est pas du tout les mêmes types de traitements, ce n'est pas les mêmes chimiothérapies, ce n'est pas les mêmes thérapies ciblées, pourra être proposé à la patiente. Donc en fait, la médecine personnalisée, ça commence vraiment par l'anapath de base, c'est-à-dire la description microscopique des tissus. C'est la définition de mon métier et c'est la première participation à la médecine personnalisée et à la carte d'identité de la tumeur. C'est déjà sa tête, à quoi il ressemble avant qu'on aille dans les gènes ou dans les protéines. Comment est-ce qu'on va tester les biomarqueurs? Alors, les biomarqueurs, en fait, les médicaments, dans la plupart des cas, ils vont cibler des protéines. Mais ces protéines, en fait, elles viennent au départ de l'ADN. L'ADN va pouvoir être changé dans les tissus. Soit il y a des mutations, soit il y a des modifications de certains gènes qu'on va regarder. Par exemple, quand on regarde l'instabilité génétique, comme dans l'HRD ou dans l'instabilité microsatellitaire, ça se regarde dans de l'analyse de l'ADN des tumeurs, où on va regarder des nombres de copies de gènes augmentés, comme l'amplification d'HER2, qui est une des cibles thérapeutiques du cancer du sein, on va le voir. L'ADN, ensuite, il va être transcrit en ARN. L'ARN, c'est ce qu'il y a entre l'ADN et puis le produit final qui est la protéine. Nous, parfois, on va analyser l'ARN
pour regarder des gènes de fusion, c'est-à-dire des gènes qui se mélangent l'un à l'autre dans le cadre d'un processus de cancérisation pour donner une activation de la cellule tumorale et qui peuvent correspondre à des cibles thérapeutiques. Et puis, quand on vous parle de profil d'expression génique, de signatures moléculaires dans le cancer du sein, les signatures pronostiques que l'on fait dans certains cancers du sein pour savoir leur agressivité, pour savoir si on donne ou pas de la chimiothérapie, en fait, ça correspond à des profils d'expression d'ARN qui sont analysés aussi à partir des tissus. Et puis ensuite, donc l'ARN va coder pour des protéines. Et ces protéines, on peut les regarder directement sur les tissus. Je vous ai mis des images en dessous d'exemples dans les cancers du sein, comme pour HER2 ou pour les récepteurs hormonaux. Donc, il y a une partie des tests qui peuvent se faire à partir d'extraits de tumeurs où on regarde ADN et ARN. C'est ce qu'on appelle les tests dans les tubes, ou ça peut être aussi regardé sur des biopsies liquides, donc à partir de prises de sang. Et puis les protéines, elles se regardent sur les tissus avec une technique qu'on utilise beaucoup qui s'appelle l'immunohistochimie. Et le nombre de copies de gènes, ça peut se regarder aussi sur les tissus avec ce qu'on appelle de l'hybridation in situ. Vous avez sûrement entendu parler FISH, c'est Fluorescence in situ hybridization. C'est l'image que je vous ai mise en haut, où en rose, on voit les copies importantes de HER2. Alors, on a de nombreuses techniques qui sont disponibles pour nous. Alors, ces techniques, ça va être des analyses tissulaires, des analyses génomiques, et des analyses de protéomique. Alors, en fait, on va utiliser aujourd'hui la combinaison de toutes ces analyses. Alors là, c'est pareil, moi j'ai commencé à faire de l'anapath en 86, et en 86, en gros, on ne faisait que la description de la tumeur et on commençait à peine à faire de l'immunohistochimie. Et aujourd'hui, quand je vois mon service par rapport au service où je travaillais à la fin des années 80, eh bien, on a de la biologie moléculaire, on fait de l'hybridation in situ, on fait tous les jours de l'immunohistochimie. Toutes ces techniques, elles sont rentrées dans notre routine et ça nous permet de donner un profilage complet de la tumeur de nos patientes. Et on utilise maintenant de plus en plus le séquençage à haut débit pour analyser de nombreuses altérations génétiques en même temps. Alors, je vais vous parler maintenant je vais vous donner quelques mots-clés pour comprendre vos comptes rendus d'anapath, pour comprendre ce que vous dit votre médecin. Alors, quand il va vous parler de mutations germinales, les mutations germinales, ce sont des mutations qui sont héréditaires. Elles ont été transmises dans votre famille et vous pouvez éventuellement les transmettre à vos enfants, mais pas systématiquement pour la plupart de ces mutations héréditaires. C'est ce qu'on appelle des mutations constitutionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans toutes les cellules de votre organisme, y compris dans les cellules reproductrices. C'est pour ça qu'on peut le transmettre dans sa famille. Et on sait qu'à peu près 10% des cancers sont liés à des facteurs héréditaires de prédisposition génétique. Mais on va également parler de mutations somatiques. Ces mutations somatiques, elles ne sont présentes que dans les cellules, par exemple, d'un tissu, d'une tumeur. On dit qu'elles sont acquises, puisque c'est au cours de l'évolution du tissu et de la cancérisation qu'apparaissent ces mutations. Donc, elles ne sont pas présentes dans les cellules reproductives, elles ne peuvent pas être transmises dans votre descendance. Et elles sont, et ça c'est important, elles sont variables au cours de l'évolution de la tumeur et au cours des traitements suivis. Donc, c'est pour ça que si la maladie évolue, en particulier si elle devient métastatique, on peut être amené à reprélever, à réanalyser une partie des anomalies parce qu'elles peuvent évoluer au cours du temps. Alors, on a des marqueurs qui sont des protéines, comme la protéine HER2 ou les récepteurs hormonaux, qu'on peut regarder dans les cancers du sein et dans les cancers gynécologiques. Le PDL1, que l'on regarde pour de l'immunothérapie, dans le cancer du sein, bientôt dans le cancer du col de l'utérus. D'autres biomarqueurs sont dans l'ADN, les gènes, le gène HER2, ou qu'on appelle également HER2B2, les gènes BRCA1, BRCA2, le gène de la PI3 kinase ou d'autres gènes, par exemple,
qui seront des gènes dont on regardera les altérations pour donner certains traitements. Et puis, on va faire des testings soit sur la tumeur, donc sur le tissu tumoral, où on fera ce qu'on appelle des biopsies liquides, qui seront des tests utilisant un liquide corporel contenant de l'ADN tumoral. Donc, en général, c'est le sang. Et on va regarder, après centrifugation du sang, dans le surnageant, en fait, on a de l'ADN qui circule dans notre sang, qui n'est pas dans nos polynucléaires, dans nos plaquettes, hein, qui est en circulation libre dans notre sang, qui va être à la fois de l'ADN de cellules normales qui sont mortes, mais aussi de cellules tumorales qui sont mortes, et donc qui vont contenir, par exemple, les altérations géniques qu'on va pouvoir regarder. Quand on recherche des mutations germinales, on va prendre également du sang, ou on va faire un frottis de joue, mais là, on va regarder dans les cellules normales. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil comme test. On regarde des cellules normales de l'organisme. Alors, quels sont les différents types de biomarqueurs dans les cancers du sein et les cancers gynécologiques? Alors, ils seront abordés, bien sûr, plus en détail par Gilles Freyer et Alexandra Léry, mais je vais vous donner les principaux. Dans les cancers du sein, on va utiliser et on fait systématiquement les récepteurs hormonaux, le HER2. On va regarder, dans certains cas, les gènes BRCA1, BRCA2, mais dans le cancer du sein aujourd'hui, c'est des tests dans le sang, c'est germinal, on ne le regarde pas dans la tumeur, contrairement au cancer ovarien. On va regarder dans certains cancers du sein, les cancers du sein triple négatifs qui n'ont ni récepteurs hormonaux ni HER2, PDL1. Et puis, on peut regarder dans certains autres cancers du sein, comme les cancers du sein avec des récepteurs hormonaux, les mutations de la PI3 kinase. Dans les cancers de l'ovaire, donc, on va regarder les mutations dans la tumeur et éventuellement, on confirmera s'il y en a, voir si elles sont acquises ou si elles sont héréditaires, donc en germinal de BRCA1 et de BRCA2. On peut regarder si on n'a pas ces mutations, des signes d'instabilité génomique. Donc là, on va regarder le HRD, ce qu'on appelle le HRD avec un test, ou on va regarder aussi de l'instabilité microsatellitaire, qui est aussi une instabilité génétique qu'on va regarder avec un test MMR, qui est un test d'immunohistochimie, ou alors on va regarder ce qu'on appelle le MSI, l'instabilité microsatellitaire, sur l'ADN. Pour les cancers de l'utérus, on a d'une part le cancer de l'endomètre, où aujourd'hui on peut regarder donc de l'instabilité génétique par le MMR en immunohistochimie ou le statut microsatellitaire en ADN. On va regarder la P53 puisque c'est quelque chose qui nous permet de typer certaines tumeurs, ça nous permet de bien voir les différents groupes de tumeurs auxquels on a affaire et d'avoir des traitements qui sont adaptés parce que ça nous permet aussi de comprendre leur pronostic. On peut regarder les récepteurs hormonaux dans certains cas, le HER2. Et dans les cancers du col utérin, les papillomavirus qui peuvent aider à comprendre dans certains cas, le PDL1 pour de l'immunothérapie. Et puis, on peut avoir des thérapies plus ciblées, mais très rares, comme les tumeurs qui ont des fusions d'un gène qui s'appelle NTRK. Voilà quelques marqueurs que l'on regarde dans les cancers du sein et dans les cancers gynécologiques. Et ils sont importants parce qu'ils nous permettent de voir les familles de tumeurs, les cancers du col liés au papillomavirus, qui sont les plus fréquentes, et celles qui ne sont pas liées au papillomavirus, les 4 familles de cancers de l'endomètre, les 3 grandes familles de cancers du sein. Aujourd'hui, quel est le parcours, en fait, pour arriver à un traitement ciblé? Alors, tout d'abord, on va aller consulter son médecin parce que on a fait un dépistage d'un cancer, dépistage du cancer du col, dépistage du cancer du sein, ou parce que l'on a des symptômes. Et donc, en cas de symptômes, on va voir son médecin qui va prescrire une biopsie. Cette biopsie, elle va être réalisée par soit un radiologue, soit un gynécologue, soit il va y avoir une intervention chirurgicale et nous avoir donc un tissu à analyser. Donc ça, c'est la 3e étape. C'est l'étape du diagnostic ANAPAT. Donc, l'étape du diagnostic ANAPAT, l'échantillon est envoyé dans un service comme le mien. On va l'analyser et on va regarder donc les facteurs prédictifs et pronostiques. Ensuite,
il y aura une consultation avec l'oncologue. Donc, un premier rendez-vous pour l'analyse, donc qui sera pris, une fois qu'on a les résultats de l'analyse, il y aura un premier rendez-vous qui sera pris avec l'oncologue ou avec le chirurgien, qui annoncera le diagnostic de cancer. Il y aura souvent une consultation d'annonce aussi dans un deuxième temps pour expliquer. Et il peut y avoir la demande à ce moment-là de biomarqueurs spécifiques à la maladie et à son stade. Donc, c'est là où on va demander le statut BRCA, où on peut demander de rechercher une instabilité microsatellitaire. Ce qui peut se passer aussi, et en particulier dans les hôpitaux, beaucoup de prise en charge du cancer, comme celui dans lequel nous travaillons tous les trois, les pathologistes vont directement demander un test, qu'on appelle faire un test réflexe. Donc, ils n'attendent pas qu'il y ait la première consultation et ils demandent déjà des tests qui seront nécessaires pour la prise en charge. Et donc, ces tests, cette recherche de biomarqueurs, elle va être ensuite analysée par la réunion de concertation pluridisciplinaire où vont être les oncologues médicaux, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les anapathes pour décider du traitement, établir la stratégie des tests et des biomarqueurs optimaux et on fera des consultations tout au long du parcours du patient pour la sélection, l'analyse et l'interprétation des tests et des biomarqueurs appropriés. Malheureusement, il existe quelques barrières au testing. Parfois, les prélèvements sont trop petits, on n'a pas assez de tissus pour faire les analyses des biomarqueurs. Donc, dans ces cas-là, on fera de la biopsie liquide. Soit l'échantillon n'est pas de très bonne qualité parce qu'il y a eu un problème de transmission au laboratoire, etc. Soit la recherche du biomarqueur n'est pas faite en routine, donc il faut bien faire attention dans les centres dans lesquels on consulte pour savoir si ce sont vraiment des centres spécialisés. On va dire qu'aujourd'hui, la barrière la plus importante, c'est la barrière 4, c'est que le test est freiné par des contraintes économiques, qui est ce qu'on a aujourd'hui en France, puisqu'on a une prise en charge partielle d'une partie des tests qui sont pris en charge par les hôpitaux. Et puis aussi, certains tests sont très compliqués, ils ne sont pas faits dans certains centres, ils vont être envoyés à l'extérieur. Et donc, il peut y avoir un délai de plusieurs semaines pour le rendu du résultat, ce qui peut aussi poser des problèmes. Et puis, parfois, certains tests sont très compliqués à interpréter. Et ça, c'est une barrière qu'on arrive à bien lever aujourd'hui, puisqu'il y a des RCP nationales ou régionales qui permettent de répondre aux questions. En résumé donc, de ma présentation, la médecine de précision, c'est la norme des soins en oncologie aujourd'hui. Elle donne la carte d'identité d'une tumeur qui peut varier au cours du temps. Le nombre de biomarqueurs prédictifs et de thérapies ciblées associées pour les patients atteints de cancer devrait continuer de croître. Et là, on vient d'avoir le congrès de cancérologie européen là, qui vient de se terminer, qui était à Paris. Et on a encore des nouveaux biomarqueurs qui ont été présentés pour les cancers du sein, les cancers gynécologiques. Le traitement avec une thérapie ciblée peut améliorer les résultats en termes de survie, de prise en charge des patients qui ont des altérations génomiques exploitables. Alors attention, ce ne sont pas tous les patients. La biopsie liquide peut compléter les tests basés sur les tissus et elle a un potentiel important pour aider à améliorer l'identification des patients. Et le séquençage au débit peut avoir une plus grande utilité clinique et une plus grande rentabilité que les tests séquentiels à un seul geste. Voilà, je vous remercie et je suis bien sûr tout à fait prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation vraiment très, très intéressante. Alors, je vais commencer par vous poser une question qui remonte en fait, qui est toute simple. C'est finalement, est-ce qu'il y a toujours une biopsie qui est nécessaire, qui est proposée, qui est indiquée? Parce que finalement, typiquement, les patientes qui ont un cancer du sein, il y a un prélèvement, donc elles savent qu'il y a une biopsie. Mais sur mon réseau cancer gynéco, par exemple, il y avait de nombreuses patientes qui disaient qu'elles n'avaient pas eu de biopsie. Donc, est-ce qu'on parle toujours de biopsie ou pas? Enfin, première question pour bien s'y retrouver pour nous les patients. Alors, bien entendu, la biopsie, elle est obligatoire en cancérologie ou l'analyse du tissu. Donc, certaines patientes, dans les cancers gynécologiques, par exemple les cancers de l'ovaire, elles vont avoir en fait une intervention chirurgicale pour faire leur prélèvement. Donc, elles n'auront pas eu l'impression qu'on leur a fait une biopsie comme dans le cancer du sein où on va voir le radiologue, on a la biopsie sous imagerie. Mais en fait, on a une analyse tissulaire. Il y a de très rares exceptions, c'est pour des cancers du foie
où on ne fait pas de biopsie si on a des marqueurs tumoraux très très élevés parce que le diagnostic est sûr. Mais pour tous les autres types de cancers, la biopsie, elle est obligatoire. Même le frottis, il n'est pas suffisant, par exemple, pour un cancer du col de l'utérus. Il faut qu'il y ait au moins une biopsie pour pouvoir entamer de la radiothérapie si on n'opère pas tout de suite. Merci beaucoup, professeur Penno-Lorca. Alors, vous avez évoqué dans les barrières le temps parfois ou la difficulté. Et nous, on avait eu des questions. Pourquoi les résultats sont-ils parfois si longs? Et là, je voyais sur le chat aussi quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on a forcément accès à ces données d'anatomopathologie ?» Donc, je vous laisse répondre. Alors, il y a un temps qui est incompressible parce que quand on reçoit un tissu, il est encore, il vient d'être prélevé sur la personne. Si on ne fait rien, c'est comme un aliment, il va se désintégrer au bout d'un moment, il va se liser. Donc, on est obligé de faire un certain nombre de process et ça prend entre 24 à 48 heures pour une biopsie et plusieurs jours pour une pièce opératoire, où on va fixer, qu'on appelle, pour fixer les structures. Ensuite, on va retirer l'eau des structures, on va mettre de la paraffine à la place de l'eau dans les tissus pour les figer, pour pouvoir faire les petites coupes, pour ensuite les colorer, les regarder au microscope. Et chaque test après va prendre du temps. Par exemple, un test de NGS, donc de séquençage au débit, ça prend minimum une grosse semaine et ça peut prendre jusqu'à 14 jours. Mais si votre prélèvement n'a pas été fait dans l'hôpital où il y a la structure qui fait le séquençage, par exemple au débit, ou qui fait le test moléculaire pronostic dans le cancer du sein, il y a déjà le temps que l'oncologue demande au pathologiste du laboratoire de ville ou de l'hôpital général qui a fait le prélèvement, d'envoyer son prélèvement à l'autre laboratoire. Donc, il y a le temps de paperasse, de la poste, la réception, la prise en charge, etc. Donc, c'est ce qui explique la durée. Voilà. Alors après, il faut pas paniquer. C'est vrai que à partir du moment où on sait qu'on a un cancer, on a envie que les choses aillent très vite. Mais en fait, le temps entre le moment où la cellule devient cancéreuse et où le cancer arrive, il y a des années et des années. Et donc, je dirais que c'est pas parce que vous avez un résultat qui arrive après 2 semaines ou 3 semaines que votre vie est en danger, parce que votre maladie, elle est là depuis longtemps. C'est pas pareil au stade métastatique où il faut aller plus rapidement. Mais là aussi, on n'est pas à une semaine près. Il y a rarement des urgences majeures, ce qu'on appelle la crise viscérale, la grande urgence. Et dans ces cas-là, quand il y a ça, enfin, mes collègues oncologues répondraient mieux que moi, mais on attaque par un traitement de chimiothérapie. On dit on fera la thérapie ciblée après. Donc voilà. Mais il y a des temps incompressibles, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, c'est la technique qui est comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a donc un grand nombre de tests, qu'il y a beaucoup de technicité, que tous les centres ne proposent pas forcément les mêmes tests, qu'en plus, il y a des différences, enfin, il y a des problématiques, on va dire, de remboursement, d'accès à tous ces tests. Du coup, il peut se poser aussi une question de existe-t-il, on pourrait dire, des deuxièmes avis anapathes, ou est-ce qu'il y a des moments où, avec son équipe de soins, on peut se poser la question, par exemple, de refaire une biopsie différente pour accéder à une nouvelle méthode, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui se structure? Et donc, on a des personnes, des patients de toute la France, mais aussi j'ai vu de la Guadeloupe, etc. Donc, cette question, elle est importante parce qu'on sait combien il peut y avoir des différences aussi techniques d'un établissement à l'autre. Bien sûr. Alors, bon, tout d'abord, les pathologistes, ils travaillent beaucoup sur l'assurance qualité pour avoir un maximum de qualité dans leur service. Après, ils n'ont pas tous les moyens de faire toutes les techniques. Il existe des deuxièmes avis d'anapathe. C'est maintenant une consultation qui est remboursée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en fait, c'était les hôpitaux qui les réglaient, mais aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et c'est même obligatoire dans certains cas de tumeurs, en particulier pour les tumeurs ovariennes et certaines tumeurs gynécologiques rares, où on a un réseau qui est labellisé par l'Institut national du cancer, où les pathologistes, quand ils voient un certain type de tumeur, moi je suis relecteur pour les tumeurs gynécologiques rares, eh bien, doivent nous envoyer pour un deuxième avis ces cas. Ensuite, on les enregistre et ils passent devant des réunions de concertation pluridisciplinaires nationales pour avoir un avis spécialisé. Donc ça, c'est très bien organisé.
Après, j'insiste sur quelque chose qui est très important. En France, une patiente ne doit pas avoir à sortir de l'argent de sa poche pour un test moléculaire. À partir du moment où elle est dans un régime de sécurité sociale ou de caisse autonome, on ne doit pas lui demander de l'argent en plus pour lui faire un test moléculaire. Hein. C'est strictement interdit. Donc, si l'établissement lui dit « je ne peux pas vous le demander, c'est trop cher », il faut qu'elle s'adresse à un autre établissement. Elle va être un peu, c'est vrai, prise en otage par des considérations économiques. Hein. C'est malheureusement pas de sa faute à elle. Mais en tout cas, elle ne doit pas accepter de payer pour un test. Hein. On n'a pas le droit de faire payer les patients aujourd'hui pour des tests moléculaires en France. Merci. Merci beaucoup, professeur Pénaud-Lorca. Je vais maintenant donner la parole au docteur Léhari, qui va répondre justement à toutes les questions cliniques qui ont été soulevées jusqu'à présent. Un immense merci de vous être connecté et à bientôt alors. Docteur Léhari, bonjour. Donc vous êtes oncologue médical à Gustave Roussy et vous allez donc nous parler aujourd'hui traitement personnalisé dans les cancers gynécologiques. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Déjà, c'est important parce que c'est effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est septembre turquoise. Et donc, c'est un mois important pour nos patientes avec une tumeur gynécologique. Et donc, merci. On m'a demandé de venir un petit peu parler de comment est-ce qu'on peut comprendre la médecine personnalisée dans les cancers gynécologiques. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que il y a 10 ans, il n'y avait pas de médecine personnalisée dans les cancers gynécologiques. Hein. On était vraiment l'enfant pauvre, mais ça, c'est vraiment en train de changer, ça change vite, et c'est vraiment une excellente nouvelle pour nos patientes. Hein. Donc, pour répéter ce que Frédéric vient de dire, c'est que la médecine personnalisée, le but, c'est d'essayer d'assortir nos patientes à un traitement adapté. C'est-à-dire que c'est fini le temps où on donne le même traitement à toutes nos patientes. Il ne faut pas donner un traitement contre le cancer que vous avez, mais il faut donner un traitement pour votre cancer. Donc, on ne traite pas tous les cancers de l'ovaire de la même façon. On ne traite pas tous les cancers de l'utérus de la même façon. Et c'est ce que je vais illustrer ces points aujourd'hui pour essayer de montrer ça. Et je pense que l'important aussi, c'est d'être un peu plus optimiste parce que les choses changent pour les tumeurs gynécologiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se dire que la médecine personnalisée dans les cancers gynécologiques, c'est une réalité aujourd'hui, d'accord? Ça va en plus vraiment progresser. On a en plus vraiment des visions vers le futur qui sont très optimistes. J'ai choisi aujourd'hui, pour des raisons de temps, de ne discuter que des cancers de l'ovaire ou de l'endomètre, mais je serais ravie de prendre des questions et je laisserai mon adresse mail à la fin. Je n'ignore pas les cancers du col de l'utérus, c'est uniquement parce que j'ai qu'un quart d'heure. Et le but ici, comme l'a à nouveau dit ma collègue, c'est qu'on veut essayer de cibler le talon d'Achille des cancers de l'ovaire ou de l'utérus, d'accord? On veut essayer de trouver leur faiblesse et de l'exploiter. Et on veut pouvoir sélectionner les bonnes patientes pour cette stratégie, d'accord? Donc, je vais commencer avec les cancers de l'ovaire et vous démontrer qu'on commence à y arriver à la médecine personnalisée. Alors, dans les cancers de l'ovaire, quels seraient peut-être leur talon d'Achille? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un cancer. En fait, un cancer, c'est des cellules qui se multiplient de manière complètement désorganisées, mais surtout se multiplient très, très vite, de plus en plus vite. Et à chaque fois qu'elles se multiplient, elles font tout très, très vite, elles font des erreurs en se multipliant. Et normalement, elles doivent pouvoir réparer ces erreurs. Et en fait, l'une des caractéristiques des cancers de l'ovaire, c'est qu'elles réparent très mal les erreurs qu'elles font. D'accord? Et donc, elles accumulent des erreurs au cours du temps. En soi, ce n'est pas un problème. Elles arrivent à vivre avec ces erreurs, elles sont toutes cabossées, mais elles vivent. Mais ça peut être leur talon d'Achille. Et pour illustrer un peu ce concept, c'est ces mutations BRCA dont vous a parlé le professeur Pénaud-Lorca. On sait depuis des années que ce sont des mutations qui peuvent être héréditaires et Angelina Jolie a fait beaucoup pour rendre de la visibilité à ces mutations. Les rendre, il faut pas, c'est quelque chose de bien d'avoir cette information parce que dans les cancers de l'ovaire, c'est 25% de nos patients qui vont avoir une mutation BRCA1 ou 2. C'est vraiment une proportion importante. Il n'y a aucun autre cancer qui a autant de mutations de BRCA. La plupart de ces mutations vont être héréditaires, donc quelque chose qui a été passé et qu'on peut passer. Mais dans certains cas, ce sont des mutations, ce qu'on a dit somatiques, c'est-à-dire que cette mutation n'existe qu'au niveau des cellules tumorales. D'accord ? Et l'important, c'est que ces mutations veulent dire que ces cancers sont particulièrement mauvais à réparer leurs erreurs. D'accord ? Donc, elles laissent ces erreurs s'accumuler.
Là, je vous ai donné l'exemple, c'est souvent des erreurs qu'on voit au niveau de l'ADN. Elles accumulent ces erreurs, ça rend ces cellules très moches, agressives, mais en fait, ça va être leur talon d'Achille. Pourquoi? Bien, écoutez, j'ai choisi d'illustrer avec une table. Vous avez une cellule normale, elle est bien stable, elle est sur ses 4 pattes. Et vous avez le cancer de l'ovaire qui a une mutation BRCA, eh ben, elle a perdu l'un de ses mécanismes de réparation. Et donc, c'est une table avec 3 pattes. Bon, elle est un peu bancale, mais elle survit, en fait. D'accord? Mais si nous, on arrive avec une thérapie ciblée qui s'appelle un inhibiteur de PARP, ici, je vous ai donné un exemple de l'olaparib, mais on en a plusieurs, qui vient casser une autre de ces pattes de cette table, en fait, en inhibant un autre système, en bloquant un autre système de réparation, ben, votre cellule normale, elle a maintenant 3 pattes, elle survit. Par contre, votre cancer de l'ovaire, qui avait déjà un mécanisme de réparation qui ne fonctionnait pas à cause de la mutation BRCA, eh bien là, elle ne survit pas. D'accord? Vous coupez une deuxième jambe de cette table du cancer de l'ovaire BRCA muté avec un inhibiteur de PARP, et là, ça tue la cellule. D'accord? Donc, les inhibiteurs de PARP dans les cancers de l'ovaire, du sein et de plus en plus de cancers tuent de manière sélective les cellules de cancer qui ont une mutation BRCA, qui ont donc des défauts de réparation, et n'endommagent pas nos cellules normales. C'est par définition la thérapie ciblée. D'accord? En plus, on a un biomarqueur qui est la mutation BRCA pour sélectionner les patientes. Donc ça, c'est vraiment la médecine personnalisée. D'accord? Donc, si vous prenez tous les cancers de l'ovaire, ici, on va admettre qu'on a 100% des cancers de l'ovaire. Là, eh bien, vous avez 25%, je vous ai dit, qui ont ces mutations de BRCA et qui ont des défauts de réparation, donc une table un peu bancale. Vous mettez un inhibiteur de PARP, vous la tuez. Ensuite, vous avez à peu près la moitié des cancers qui réparent très bien leur ADN. Elles bénéficient moins des inhibiteurs de PARP. Mais ensuite, nous, on a récemment appris qu'on a à peu près 25% des cancers de l'ovaire qui n'ont pas de mutation BRCA, mais qui ont des défauts de réparation. Et celles-là, on peut les identifier grâce au test dont vous a parlé tout à l'heure le professeur. C'est un test HRD. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on le fait, mais c'est un autre biomarqueur qui nous permet de dire, bon, si dans le cancer de l'ovaire, on cherche la mutation BRCA, on l'a, super, on sait qu'on peut cibler les inhibiteurs de PARP. Elles n'ont pas cette mutation, on va chercher le deuxième biomarqueur. Et à nouveau, si on a une mutation BRCA ou un test HRD positif, on va particulièrement bien répondre à des inhibiteurs de PARP. Donc ici, c'est pour moi vraiment l'exemple d'un succès de la médecine personnalisée pour les cancers gynécologiques. C'est les inhibiteurs de PARP. Ils ciblent le talon d'Achille de ces cancers, qui est qu'elles ne peuvent pas bien réparer leurs erreurs. On vient en bloquant encore d'autres mécanismes de réparation. C'est de la médecine personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on a un test, on a un biomarqueur pour sélectionner les patientes, c'est la mutation BRCA ou le test HRD. Et grâce à ces résultats que l'on fait sur la tumeur, on peut assortir ces patientes à un traitement qui a de très bonnes chances d'être efficace. D'accord? Et donc, c'est vraiment un exemple parfait de la médecine personnalisée. Et je tiens à dire que dans ce domaine, les cancers de l'ovaire vraiment mènent l'innovation. Il n'y a aucune autre tumeur qui a aussi avancé. Donc, comment bien identifier les patientes qui vont répondre aux inhibiteurs de PARP, au-delà même des mutations de BRCA. Donc ça, c'est bien, mais on va se dire, bah, très bien, mais pas tous les cancers de l'ovaire sont BRCA mutés ou HRD, et les autres. Alors là, on est encore au stade où on est en train d'apprendre. Mais je vais vous donner un exemple d'un essai qui est monté par un professeur en France, professeur Récocard. Donc, c'est un essai monté par les Français qui va être mené au niveau international et qui, justement, s'intéresse à ces cancers qui ne vont pas avoir les mutations BRCA ou un test HRD positif. Ce sont souvent des cancers rares de l'ovaire, comme le cancer de Bagrade séreux, les cancers mucineux, les cancers à cellules claires, les carcinosarcomes. Et celle-là, pour aujourd'hui, on n'a pas vraiment des bonnes thérapies ciblées. Et donc, cet essai qui s'appelle Bouquet va recruter des patientes avec toutes ces tumeurs de l'ovaire qui sont rares, va faire une recherche de biomarqueurs sur chacune de ces tumeurs, et les patientes seront orientées vers un traitement sur la base du biomarqueur dans leur tumeur. D'accord? Donc, si elles ont un biomarqueur A, alors ils ont des noms très compliqués, je me dis ça ne vaut pas la peine, mais en gros, si elles ont anomalie A, eh ben, on va leur mettre un traitement qui cible cette anomalie. Anomalie B, traitement qui cible cette anomalie, C, D, etc. Et je vous donne un exemple, parce qu'il y a beaucoup, à mon avis, de patientes ici qui ont un cancer du sein qui vont comprendre cet exemple, c'est que dans les cancers de l'ovaire, on a aussi des anomalies de HER2. Il
Il n'y a pas que les cancers du sein, d'accord? Et donc, pour les patientes avec un cancer rare de l'ovaire qui vont avoir une mutation, une amplification d'HER2, on va leur proposer un traitement qui est utilisé dans le sein, mais qui pourrait être très prometteur dans les cancers de l'ovaire avec des anomalies d'HER2. Il y aura des fois, il faut être modeste, on ne va pas trouver une anomalie qu'on sait cibler. Eh bien, on a quand même une bonne association pour ces patientes-là également, d'accord? Donc, personne n'est oublié dans cet essai. Donc, voilà, c'est juste un regard vers le futur, mais ça montre bien qu'on a déjà atteint énormément pour la médecine personnalisée et on va continuer. Deuxième exemple, c'est les cancers de l'endomètre. Alors, à nouveau, là, je vais prendre un exemple à cause du temps, mais est-ce que les cancers de l'endomètre, notamment certains cancers de l'endomètre, ne seraient pas d'excellents candidats aux immunothérapies? Alors, on entend beaucoup parler des immunothérapies, donc un petit point sur pourquoi les immunothérapies, comment ça marche. En fait, le principe des immunothérapies, c'est qu'on sait depuis longtemps que notre système immunitaire, nos globules blancs, nous aident à combattre les corps étrangers, les virus, les bactéries, etc. Et ici, je vous ai mis une photo, alors vraiment très, très agrandie, qui montre en fait que les cellules de notre système immunitaire peuvent aussi attaquer les cellules de cancer. Et là, vous voyez la grosse cellule verte, c'est du cancer, et les petites cellules rouges, c'est des cellules du système immunitaire qui viennent l'attaquer. Donc, on sait que le système immunitaire peut essayer de se défendre contre le cancer, mais souvent, il n'est pas assez fort. Et donc, les immunothérapies viennent pour stimuler le système immunitaire du patient à attaquer le cancer, comme ce système immunitaire s'est déjà attaqué les virus ou les bactéries. Donc, pourquoi certains patients, par exemple avec des cancers du poumon, le mélanome, répondent particulièrement bien à l'immunothérapie? Mais en fait, l'immunothérapie marche parce qu'elle stimule le système immunitaire à attaquer des corps étrangers. D'accord? Donc, en fait, le cancer va être reconnu par le système immunitaire de la patiente parce qu'il est différent. Donc, plus le cancer apparaît différent de soi, de nos cellules normales, plus il y a des chances que notre système immunitaire le voit et que quand vous donnez une immunothérapie, eh bien, il l'attaque. D'accord? Donc, en gros, ce qui veut dire que plus votre cancer a une cellule qui est différente d'une cellule normale, donc là, vous voyez complètement vers la gauche de mon graphe une cellule normale, bien ronde. Certains cancers ressemblent beaucoup à une cellule normale et le système immunitaire ne va pas les voir. Mais en fait, plus les cellules de la tumeur sont anormales, je veux dire moches quelque part, plus il y a des chances que le système immunitaire les reconnaisse et que votre immunothérapie soit efficace. D'accord? Donc, vous voyez le graphe, la chance de répondre à une immunothérapie augmente plus le cancer apparaît différent d'une cellule normale. Eh bien, que sait-on pour les cancers de l'endomètre? Eh bien, à nouveau, le professeur Penneroy-Yorka vous a parlé, il y a certains cancers de l'endomètre qui sont ce qu'on appelle MSI, qui ont des anomalies de la voie de MMR, sans aller dans le détail. Ce que ça fait, c'est que ça fait des cellules de cancer qui sont très différentes. Elles sont ultra mutées, donc elles ne ressemblent en rien à une cellule normale. Eh bien, ces tumeurs-là, cancer de l'endomètre, MSI, 50% des patientes vont avoir une réduction sous immunothérapie, sans chimio, juste immunothérapie. Et quand elles répondent longtemps. Vous pouvez même arrêter l'immunothérapie. Dans certains cas, vous l'arrêtez et elle reste en réponse complète. C'est vraiment pour l'avoir fait dans beaucoup de patientes, c'est impressionnant. Quand ça marche vraiment. Et donc là, à nouveau, pour moi, c'est un exemple d'une médecine personnalisée. D'accord? On sait que le biomarqueur qui s'appelle MSI prédit une réponse aux immunothérapies. En plus, c'est un biomarqueur fréquent. À nouveau, 25% des cancers de l'endomètre sont MSI, ont ce biomarqueur. Aujourd'hui, ces traitements sont disponibles pour nos patients avec un cancer de l'endomètre MSI. Donc, à nouveau, illustration parfaite de la médecine personnalisée. On a un biomarqueur, ici, c'est un biomarqueur qui s'appelle MSI, qui nous permet, chez les patients avec un cancer de l'endomètre, de leur proposer un traitement qui est adapté à leur biomarqueur. Et ici, c'est une immunothérapie. Donc, à nouveau, et pour les 75% des cancers de l'endomètre qui ne sont pas MSI, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Là, on a des choses à leur proposer, d'accord? On sait qu'une grosse proportion des cancers de l'endomètre vont avoir des récepteurs aux oestrogènes. Pareil que dans le sein, on peut leur proposer une hormonothérapie. Professeur Penneroy-Yorka vous a parlé de P53. Donc, à nouveau, c'est un biomarqueur moléculaire qu'on regarde beaucoup dans les cancers de l'endomètre. Pourquoi? Parce que celles-ci vont être particulièrement sensibles à une chimiothérapie à base de platine. Et c'est un bon argument. Cancer de l'endomètre, vous avez été complètement opéré. On va regarder les biomarqueurs. Si on voit du P53, on se dit
ça va être très sensible à une chimiothérapie à base de platine. Chez cette patiente bien opérée, il faut lui donner carbotaxol après sa chirurgie parce qu'elle va vraiment en bénéficier. D'accord? Donc, je vais terminer sur où est-ce qu'on en est dans le futur pour les cancers de l'endomètre. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et c'est se dire, est-ce qu'on ne peut pas personnaliser les traitements en post-opératoire? On est en train d'essayer de guérir nos patientes, d'accord? Et là, il y a un énorme projet international qui est super, qui s'appelle en anglais Rainbow, mais qui veut dire arc-en-ciel en français, où toute patiente avec un cancer de l'endomètre opéré va avoir un profil moléculaire et en fonction de son biomarqueur, on va essayer d'adapter son traitement post-opératoire, de le personnaliser pour qu'il soit aussi efficace et aussi peu toxique que possible. Et ça, à nouveau, c'est juste pour témoigner du fait qu'on s'intéresse vraiment enfin aux tumeurs gynécologiques. Là, c'est un essai international qui est en train d'ouvrir en Angleterre, en France, en Hollande, au Canada. Et on a des médicaments pour mettre dans l'essai. On est encore en train de monter les financements. Mais voilà, c'est juste pour dire que les choses bougent vraiment, qu'on s'intéresse à vous, la communauté scientifique, l'industrie, et donc que les choses bougent vraiment pour la médecine personnalisée dans les tumeurs gynécologiques. Et sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention et je suis disponible pour des questions maintenant ou plus tard. Vous avez mon adresse mail sur l'écran. Merci beaucoup et je suis ravie qu'il y ait tant de monde qui soit connecté. Merci vraiment beaucoup, Dr Léhari, pour ces explications et surtout, on sent et en plus, à l'occasion de Septembre Turquoise, c'est vraiment l'occasion de dire que c'est des bonnes nouvelles. On sent que ça bouge, comme vous le disiez, avec des nouvelles perspectives, mais aussi, et ça, je crois que c'est aussi très important, cette recherche qui arrive vraiment dans des nouvelles pratiques, c'est-à-dire que les patientes d'aujourd'hui en France bénéficient d'un certain nombre de nouveaux traitements qui fonctionnent bien. Et du coup, je vais reprendre une question de Sylviane qui redemande une précision sur le fil. C'est que quand on a un cancer de l'ovaire, par exemple, est-ce que finalement la carte d'identité de la tumeur au début de la maladie va rester la même? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et par exemple, parmi ces exemples, vous disiez qu'il y a des essais peut-être pour des patients qui ont des maladies métastatiques, d'autres avec des maladies plus précoces. Comment on s'y retrouve aussi par rapport à ces caractérisations de maladie? Donc, de plus en plus, on essaie de caractériser la maladie, de la recaractériser après les traitements. Parce qu'on sait que le cancer de l'ovaire, mais en fait, beaucoup de cancers sont très plastiques, en fait. Ils arrivent à s'adapter au traitement et trouvent des moyens d'échapper au traitement. Et dans certains cas, alors je vais prendre l'exemple de BRCA parce que c'est celui qui est le plus connu. Donc, comme je vous ai dit, cette mutation va rendre la tumeur très sensible au PARP. Mais ce qui va se passer au bout de temps, et ça on le sait parce qu'on a fait des biopsies après un inhibiteur de PARP, que la tumeur arrive à changer sa mutation et à la perdre. Et résultat, grâce à ça, en fait, elle n'a plus de mutation BRCA et devient résistante aux inhibiteurs de PARP. Et donc ça, on le sait. Et quand ceci arrive, on a aussi très bien démontré qu'il ne faut pas remettre un inhibiteur, il ne faut pas mettre d'inhibiteur de PARP, il ne sera pas efficace. Donc oui, autant que possible, et on a beaucoup de projets de recherche et la plupart des centres en France vont essayer toujours de refaire des biopsies et s'ils ne peuvent pas faire des biopsies tumorales, parce que parfois la lésion est trop difficile d'accès et qu'on ne veut pas mettre en danger la vie de la patiente en faisant une biopsie qui serait risquée, on fait ce qu'on appelle les biopsies liquides dont a parlé le professeur Penoy-Yorka tout à l'heure. Et un peu dans le même esprit, vous avez donc cité deux essais qui démarrent. On a dit aussi que les cancers gynécologiques étaient beaucoup moins nombreux. Il y a à peu près 15 000 patientes chaque année qui sont diagnostiquées, mais des différents types de cancers. Donc, ça fait des sous-groupes où, malgré tout, les femmes sont, on pourrait dire, un peu éparpillées partout. Comment est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui facilement les informations sur les essais? Il y a, bien sûr, l'association Imagine aussi qui fait un relais très spécialisé avec la société Arcagie Gynéco, mais est-ce que vous avez des sites ou des noms pour aider les personnes à retrouver ces informations qui peuvent être essentielles pour elles? Donc, c'est un très bon point et je trouve qu'on n'est pas encore très bon là-dessus. Alors, nous, en tant qu'oncologues ou radiothérapeutes, etc., on a un réseau qui nous permet de communiquer entre nous. On a également une application qui a été montée par Arcagie Gynéco qui montre tous les essais en cours. Et ça, c'est une application qui est disponible sur son téléphone.
Et ça, il faudrait que je vois. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'elle doit être disponible pour les patients parce que ça se met sur son téléphone. Mes internes les ont. Donc, ce que je pourrais essayer de faire, c'est de communiquer via vous l'accès à cette application parce que ça peut être c'est un très bon moyen d'avoir une idée de ce qui se passe et de voir quels sont les essais disponibles en France. Et ça, en sachant aussi que entre nous, oncologues médicaux, si l'essai n'est pas ouvert chez nous, on adresse sans hésitation dans des centres, disons, à proximité qui ont l'essai. Hein. Et ça, on le fait énormément. Et on a un très, très bon réseau de deuxième avis pour cette raison particulière. Merci beaucoup, Dr Léhari, pour ce panorama et plein d'espoir avec des jolis noms, arc-en-ciel, bouquets, etc. Pour l'application, passez-nous s'il y a une possibilité, on le mettra dans le replay ou bien via les newsletters, etc. On avait une question, est-il possible d'envisager un arrêt de thérapie ciblée si le TEP scan est complètement, ne montre plus aucune activité tumorale? Est-ce qu'il y a des études qui sont menées à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des recommandations françaises, européennes, internationales? Alors, le meilleur exemple pour une réponse à cette question, c'est pour les immunothérapies dans les tumeurs MSI. On a très bien démontré que si après 2 ans d'immunothérapie, par exemple, la patiente est en réponse complète, on peut arrêter les traitements. Et j'ai des patientes qui sont à 3 ans de l'arrêt de leur traitement. Elles ont des maladies pourtant métastatiques quand j'ai mis l'immunothérapie. Elles ont fait une réponse complète. Et la réponse complète est maintenue. Là, j'en ai à 3 ans. Et certains protocoles permettent ensuite de réintroduire l'immunothérapie si la maladie vient à révoluer. Donc, pour les immunothérapies, c'est très bien décrit. Pour les inhibiteurs de PARP, ça n'a pas été fait de manière systématique dans les études, mais en cas de réponse complète, les inhibiteurs de PARP ont été arrêtés. Et à nouveau, ici, c'est dans le cas de maladies métastatiques, mais quand on est en première ligne chez les patientes qui ont été opérées, alors celle-là, il n'y a aucun doute, on peut arrêter le traitement au bout de 2 ou 3 ans. Si la patiente est en réponse, il faut arrêter le traitement. Merci beaucoup. Laure, est-ce que tu as une dernière question avant que nous accueillions le professeur Freyer? Juste peut-être une petite phrase pour les patientes justement qui ne sont ni BRCA, qui ne sont pas de… Il y a aussi donc d'autres recherches que vous n'avez pas pu présenter ce soir, mais on pourra refaire ou rechercher d'autres informations. Est-ce que vous pouvez juste nous dire voilà, s'il y a d'autres essais pour les cancers du col de l'utérus ou d'autres types de cancers ovaires non BRCA? Donc, par exemple, pour les cancers du col de l'utérus, à nouveau, tout a été révolutionné ces 2 dernières années. Le cancer du col est une maladie virale. Par définition, une maladie virale, on devrait l'éliminer avec notre système immunitaire. Et résultat, ça répond extrêmement bien aux immunothérapies. On a déjà eu la preuve de concept en rechute. Et là, on vient d'avoir des résultats qui ont été présentés il y a quelques jours à l'ESMO, qui ont montré immense efficacité d'une immunothérapie vraiment en première ligne. Alors, première ligne métastatique, mais en association avec la chimio. Ça prolonge la survie. Donc, ça va vraiment révolutionner. Les immunothérapies vont sans doute révolutionner les cancers du col. Et je pense qu'on n'a pas fini parce qu'on a encore des immunothérapies plus sophistiquées, des associations encore plus sophistiquées. Donc, comme on dit en anglais, watch the space, parce que ce n'est que le début. Je pense qu'on n'a que le bout de l'iceberg. Les cancers du col, on le vend en poupe. Donc, je suis désolée d'avoir pas eu le temps. C'est uniquement pour pouvoir laisser parler le professeur Freyer. On vous réinvitera une 3e fois du coup. Avec le col, je suis ravie de revenir pour le cancer du col, absolument. Voilà. C'est une bonne idée. En fait, c'est bien la preuve qu'on a là, on a déjà différents organes chez la femme, qu'il y a vraiment des progrès dans toutes ces maladies et que grâce à tous ces progrès, on va devoir faire vraiment des conférences dédiées uniquement au cancer gynécologique pour informer régulièrement les patientes parce que c'est vraiment plein d'espoir et merci déjà pour tous ces messages. Merci infiniment. Nous, on aime bien repasser avec Laure aussi les messages de prévention. Et pour la prévention du col de l'utérus, il y a le vaccin HPV, voilà, chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Et on n'est encore qu'à 24% de couverture vaccinale en France. On est les plus mauvais. Donc, c'est important pour les garçons et les filles. Les garçons ont changé il y a 2 ans. Voilà les recommandations. Idéalement, on ne veut plus traiter de cancer du col. Plus jamais, parce que ça devrait disparaître. Bon, super. Bon, à bientôt alors.
Merci. Mais merci beaucoup. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir, docteur Larrey. Donc maintenant, nous accueillons le professeur Gilles Freyer, qui est oncologue médical et qui est directeur de l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon à Pierre-Bénite. Bonsoir, professeur Freyer, et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Bon, disons à Lyon même carrément, parce que Pierre-Bénite, oui, c'est une petite bourgade sympathique. Et je suis content d'être avec vous et je vous remercie pour votre accueil. C'est vrai qu'on aurait bien écouté Alexandra jusqu'à la fin de la soirée, hein, finalement. C'était tout à fait possible. Mais enfin, puisqu'il faut que j'intervienne, faisons-le. Alors, la mission que vous m'avez confiée, ce sont les thérapies ciblées, effectivement, ou du moins, pardon, la thérapeutique personnalisée dans le cancer du sein. Et on va voir qu'il y a différentes manières de concevoir la personnalisation, sans forcément toujours parler de médicaments. Cette évolution de la recherche en cancérologie et donc du soin, parce qu'au fond, il faut dire une chose importante, c'est que finalement, en cancérologie, et en cancérologie mammaire en particulier, la recherche qu'on fait la veille, c'est le traitement du lendemain matin, quoi. Ça va très très vite. Et pratiquement, lorsque les congrès, comme c'est le cas là, du congrès européen de l'ESMO, nous rapportent des belles nouvelles, eh ben, nous avons tous envie effectivement que les médicaments correspondants puissent être rapidement disponibles pour les personnes malades dans notre pays, ce qui n'est pas toujours, il faut le dire, d'une grande simplicité. Alors évidemment, il faut faire un tout petit peu de retour sur la biologie du cancer pour comprendre, et ça vous a déjà été dit assez largement, qu'en fait, à la base, on peut dire que le cancer, c'est une maladie du gène. Une maladie des gènes, c'est-à-dire du patrimoine génétique, mais du patrimoine génétique des cellules cancéreuses. Alors pendant très longtemps, évidemment, on n'était pas capable d'accéder au niveau du gène et d'avoir des techniques pour explorer le fonctionnement des gènes. Et ce qu'on a commencé par voir, ce que les biologistes ont commencé par voir, en réalité, ce sont plutôt les chromosomes, qui sont des structures qui sont plus facilement visibles effectivement au microscope. Et on s'est rendu compte en fait que les chromosomes étaient le support des gènes. Et pendant très longtemps, et ça existe toujours, mais on se servait surtout de ce qu'on appelle le karyotype, c'est-à-dire les 23 paires de chromosomes de l'être humain, dont le chromosome XY chez l'homme et XX chez la femme. Et voilà, sur la partie gauche, à quoi ressemble effectivement un karyotype humain normal. Et puis quand on fait la même chose, c'est-à-dire une espèce d'étalage de chromosomes dans une cellule cancéreuse, eh bien, on voit que ce n'est pas du tout la même chose, que les chromosomes sont en nombre inégaux, qu'ils sont parfois reproduits en 3 ou 4 exemplaires, bref, qu'il y a un grand désordre génétique qui apparaît dans la cellule cancéreuse. Et ce grand désordre génétique, il n'existait pas chez la personne malade, il s'est produit au cours de la naissance des cellules cancéreuses. Et il faut bien voir que dans le fonctionnement intime des gènes, les premières anomalies qui vont finir par conduire à cette espèce de désastre, eh bien, elles ont pu se produire parfois des dizaines d'années avant. Et ce n'est pas une seule anomalie qui va être à l'origine de l'espèce d'explosion génétique. En réalité, c'est toute une série d'anomalies qui vont survenir d'ailleurs le plus souvent par hasard, parce que nous sommes des machines à faire des erreurs dans la façon dont nous gérons notre patrimoine génétique. Alors, nous réparons la majorité de ces erreurs, mais de temps en temps, ça échappe. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que lorsque parfois des personnes ont la conviction intime que leur maladie cancéreuse a été provoquée, par exemple, par un stress très important qui est arrivé un an avant, un deuil, un divorce, etc., on peut leur dire, écoutez, naturellement, je respecte tout à fait ce que vous pouvez penser, mais imaginez quand même que on commence à savoir, on achève même de savoir que dans un grand nombre de cas, il y a plein d'anomalies qui ont pu survenir en fait il y a très longtemps et puis qui sont restées au sein des cellules, qui n'ont pas été éliminées par l'organisme et qui ont fini par s'accumuler et par donner cette machine que j'ai simplifiée en bas à gauche en fait pour montrer que dans les gènes qui régulent, on va dire, la prolifération des cellules cancéreuses, vous en avez qui sont des freins et puis d'autres qui sont des accélérateurs. Et tous les jours, eh bien, le frein et l'accélérateur fait en sorte que nous fonctionnions correctement et que nous renouvelions un certain nombre de nos cellules. Et puis, quand ça se dérègle, eh bien, en général, le frein a tendance à être levé et l'accélérateur a tendance à être poussé, ce qui fait que les cellules vont avoir tendance à se répliquer anormalement. Et puis, là, c'est la partie en bas à droite, elles vont présenter des caractéristiques anormales, c'est-à-dire que vous avez des gènes qui se mettent à être anormalement exprimés, comme on dit, c'est-à-dire qui sont en trop grande quantité
et qui vont fabriquer de trop grandes quantités de protéines qui vont pousser les cellules à se répliquer et à faire grossir la tumeur. Et c'est le cas ici, vous avez une représentation sous la forme de petits points verts fluorescents de l'expression en fait du gène de la protéine HER2. Vous savez, là, cette fameuse protéine qui est très importante dans à peu près 13% des cancers du sein. Eh bien, dans ce cas-là, on sait que c'est cette protéine qui va vraiment être, comme on dit, une conductrice oncogénique, c'est-à-dire qui va pousser les cellules tumorales à se dupliquer et à disséminer dans l'organisme. Donc, c'est une maladie du gène, mais on l'appelle acquise parce qu'en fait, elle n'existe pas chez la personne malade et elle apparaît en réalité quand le processus de cancer, de carcinogénèse se produit. Alors, comment ce processus se produit-il? Comme je l'ai déjà dit, c'est une croissance des cellules et des anomalies des gènes qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Alors là, sur la partie gauche, vous avez la naissance d'un polype à l'intérieur. Alors, c'est évidemment pas le cancer du sein, mais c'est un beau modèle à montrer. C'est la naissance d'un polype à l'intérieur du gros intestin, le côlon. Et on voit que dès que les cellules se mettent un petit peu à gonfler, alors ce n'est pas cancéreux, hein, c'est un polype, eh bien, il y a des anomalies moléculaires qui arrivent, il y a des gènes qui se dérèglent. Et puis, à un moment donné, le polype, comme on dit, va dégénérer, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'anomalies moléculaires pour qu'apparaissent dans un endroit du polype des cellules cancéreuses qui vont donc donner naissance à une tumeur. Alors, comme je l'ai dit, dans un très grand nombre de cancers, ces choses-là surviennent en réalité par hasard. Et c'est bien tout le tragique, effectivement, de cette maladie. Mais néanmoins, il y a des facteurs favorisants. Et il y en a qui sont parfois très puissants. Par exemple, évidemment, si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, faire un cancer du poumon, ce n'est pas étonnant. Et là, on voit bien où est le responsable. Parfois, vous avez des agents chimiques, parfois des gens qui ont été exposés à des radiations. Et puis, comme l'a très bien dit Alexandra Léry, il y a des virus qui vont donner des cancers, par exemple, du col de l'utérus, mais aussi, par exemple, des cancers du foie, mais aussi des cancers ORL, mais aussi des cancers hématologiques, des lymphomes. Hein. Donc, vous voyez que les virus jouent aussi un rôle parce qu'ils s'intègrent et ils abîment en fait l'ADN et le patrimoine génétique. Alors, c'est une maladie de la cellule, du gène, et puis à un moment donné, ça va devenir une maladie de l'organisme. Et ça, c'est un modèle qui s'applique très bien au cancer du sein et qui va nous aider à comprendre une partie de cette question de la personnalisation. D'abord, vous voyez, il y a un certain nombre de cellules cancéreuses qui arrivent au niveau de la glande mammaire, au niveau d'une partie de la glande qui sert essentiellement au moment de la lactation à fabriquer du lait. Hein. Donc, il y a des canaux qui amènent le lait, puis il y a des zones dans lesquelles cela est produit. Et puis, très rapidement, pour pouvoir grossir, la tumeur va avoir besoin de vaisseaux. Alors, elle ne produit pas de vaisseaux elle-même, elle en fait produire par l'organisme propre de la personne. Et c'est là où, effectivement, les cellules tumorales acquièrent la capacité de s'infiltrer à l'intérieur des parois des vaisseaux sanguins et lymphatiques et vont être capables de partir dans le courant sanguin et dans le courant lymphatique. Et c'est tout le risque de cette maladie que de donner un jour des anomalies à distance qu'on appelle des métastases, évidemment ce qu'on cherche à éviter. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, on peut comparer la maladie cancéreuse à une sorte d'iceberg. C'est-à-dire que dès que la tumeur commence à grossir, vous avez une partie qui se voit. Vous voyez, il y a le Titanic arrive devant l'iceberg. Il y a une partie de l'iceberg qui se voit et la vigie regarde cette partie de l'iceberg. Et puis, vous avez une partie qui est très dangereuse et qui ne se voit pas. Au moment où la vigie repère la partie émergée, eh bien, c'est trop tard parce que le bateau est en train de s'échouer contre la partie immergée. C'est une allégorie qu'on peut reprendre malheureusement pour les tumeurs, en enlevant la partie émergée de ce qui se voit sur les examens, par exemple par la chirurgie, eh bien, on risque hélas de laisser en place une maladie qui est quelque part dans l'organisme et qui va pouvoir un jour rechuter. Et vous voyez ici que dans cette courbe un peu tragique montre qu'on peut passer des années et des années avec simplement quelques centaines de cellules dans l'organisme et puis par un phénomène purement mathématique, mécanique, si vous voulez, à un moment donné, ça se met à s'envoler. Et malheureusement, ce moment, c'est celui où on peut en faire le diagnostic. C'est-à-dire c'est le moment où on va, par exemple, palper une tumeur dans le sein qui fait 1 cm, 1,5 cm. Eh bien, on sait qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, si on ne fait rien, eh bien, il y a un risque réel que simplement 1 an après, les dégâts soient irréversibles. Donc, il y a une phase silencieuse qui est assez longue et puis, hélas, il y a une phase qu'on appelle clinique, d'une maladie qui se voit, qui est beaucoup plus rapide et raison pour laquelle il faut réagir. Et alors, on voit bien que cette diapositive, elle illustre bien la notion de traitement adjuvant. Et finalement, il n'y a pas plus personnalisé qu'un traitement adjuvant. C'est-à-dire que le raisonnement est le suivant. Dans la mesure où je connais la partie émergée de l'iceberg, y a-t-il une partie immergée
c'est-à-dire une maladie qui ne se voit pas? Est-ce qu'elle existe? Et si elle existe, quel est le risque qu'elle fait courir à la personne qui a été opérée? Et enfin, est-ce que je peux agir sur ce risque? Et c'est tout le principe de ce qu'on appelle les traitements adjuvants, c'est-à-dire des traitements qui vont être faits en période post-opératoire. On va donner par exemple des traitements hormonaux, on va donner de la radiothérapie, et puis surtout, il y en a un qui est problématique, c'est la chimiothérapie, parce que c'est un traitement qui est toxique et qui impacte beaucoup la qualité de vie. Et alors, on comprend bien que c'est un traitement qui va être donné contre une probabilité de maladie, c'est-à-dire contre une maladie qui existe peut-être, qui n'existe peut-être pas, qui va faire courir un risque ou pas. Et puis surtout, dans la mesure où cette maladie ne se voit pas, malgré tous les examens qu'on peut faire, les scanners, etc., eh bien, quelle est l'efficacité de ce traitement? Très difficile de le dire. Et quand on explique ce raisonnement à des personnes qui ont été opérées, souvent les personnes disent « mais enfin, comment allez-vous savoir si ce traitement fonctionne chez moi ?» Bien, en réalité, on est incapable de le savoir et le seul moyen de le voir, c'est de faire des études comparatives dans lesquelles eh bien, une population a reçu le traitement et puis l'autre population ne l'a pas reçu. Et ça a été fait, ça a été commencé dans les années 60, vous voyez, il y a très longtemps. Et depuis, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été traitées de par le monde. Il y a eu beaucoup d'études cliniques et on commence à… D'abord, on a démontré que ce traitement fonctionnait, qu'il réduisait le risque de rechute. Et au fur et à mesure du temps, on a sophistiqué les traitements. On avait uniquement des chimiothérapies. Maintenant, on a aussi des thérapies ciblées, on en reparlera. Et puis, on a, grâce à des approches statistiques portant sur des dizaines et des dizaines de milliers de patientes dans le monde entier, on a des programmes maintenant qui permettent, en entrant simplement les caractéristiques d'une personne, son âge, la taille de la tumeur, est-ce qu'il y a des ganglions qui sont touchés, les récepteurs aux hormones, HER2, etc., on est capable de dire, eh bien voilà, le risque moyen, par exemple, de rechute à 5 ans ou à 10 ans est de temps, et le bénéfice estimé d'une chimiothérapie va être de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons par exemple que vous ayez une chimiothérapie qui réduise le risque de rechuter de 10%. Eh bien, ça veut dire que si vous prenez 100 personnes qui ont exactement la même maladie et que vous leur donnez à toute la chimiothérapie, eh bien, au bout de 10 ans, par exemple, vous allez empêcher 10 de ces personnes de rechuter. Mais vous ne savez pas lesquelles. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes celles qui sont déjà guéries, par exemple, mettons 60 sur 100, qui sont déjà guéries. Donc là, vous faites votre chimiothérapie pour rien. Et puis, vous avez celles qui, hélas, sont destinées à rechuter, mais pour lesquelles le traitement ne va pas marcher. Et puis, finalement, vous en avez une dizaine pour qui le destin va être complètement changé. Alors, on pourrait dire, c'est quand même fou de devoir traiter 100 personnes pour que 10 seulement en bénéficient. C'est toute la réalité de ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. Alors, évidemment, on commence maintenant à mieux connaître quels sont les risques et mieux connaître les bénéfices. Mais il y a quand même des situations dans lesquelles le risque n'est pas très élevé et le bénéfice n'est pas terrible. Et on est vraiment sur le fil du rasoir pour décider avec la personne si on va faire ou ne pas faire ce traitement. Imaginez par exemple qu'au lieu de sauver 10 personnes à 10 ans, on en sauve 3 sur 100. Et ça veut dire qu'on en traite 97 pour rien. Imaginez que vous soyez dans cette situation-là, eh bien, le choix pour soi-même, il est très difficile. Et c'est là qu'arrive une forme de personnalisation qui n'est pas médicamenteuse, qui est celle des signatures moléculaires. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les gènes de la tumeur et on va appliquer des signatures qui sont connues, avec par exemple 20, 30, 50 ou 70 gènes, et qui vont cette fois-ci nous aider à personnaliser, c'est-à-dire à montrer qu'il existe un risque qui n'est pas un risque moyen statistique, mais qui est vraiment celui de la personne qu'on a en face de soi. Et souvent, la balance va pencher soit du bon côté, c'est-à-dire on était un peu incertain sur le traitement, mais finalement, la signature moléculaire nous dit que c'est plutôt bon et donc on ne va pas le faire. Et puis, parfois, ça penche du mauvais côté. Mais ces signatures moléculaires, elles sont utilisées aujourd'hui essentiellement pour éviter de faire de la chimiothérapie là où la personne ne va pas en bénéficier. Et au fond, ça, c'est un réel progrès. Et vous voyez que c'est une personnalisation qui ne dérive pas d'un ciblage thérapeutique. C'est toujours de la chimiothérapie, mais ce qu'on personnalise, c'est le rapport bénéfice-risque. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a une autre manière de personnaliser, c'est de dire que le cancer, oui, c'est une maladie de la cellule, oui, c'est une maladie des gènes, etc., mais c'est surtout une maladie de la personne. Et on peut aussi personnaliser l'approche selon, par exemple, qu'on s'adresse, hélas, à des enfants, mais aussi, ce qui va plus nous intéresser pour ce qui est du cancer du sein, c'est par exemple lorsque l'on s'adresse à des personnes âgées.
Et on sait bien qu'aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, les personnes de plus de 70 ans ou même 75 ans, dirait-on aujourd'hui, vont poser des problèmes plus importants que les personnes plus jeunes, en ce sens que les personnes âgées, elles ont la maladie cancéreuse, mais elles ont aussi d'autres maladies. Et parfois, ça rend les choses très difficiles. Regardez par exemple, il m'est arrivé récemment de voir une personne qui était en parfaite forme physique avec un cancer du sein où on aurait pu discuter effectivement une chimiothérapie, mais cette personne avait une maladie d'Alzheimer assez évoluée et par conséquent n'était pas capable de saisir les enjeux, n'était pas forcément capable de consentir. Et puis, dans quel parcours de vie est-ce que nous nous inscrivons en proposant une chimiothérapie à cette patiente? Vous voyez, ça fait partie des grandes difficultés du traitement des personnes âgées. Et on sait aussi qu'en général, les personnes âgées sont sous-traitées, c'est-à-dire qu'on les traite moins que les personnes jeunes et pas toujours sur des bons critères. C'est-à-dire, on n'a pas forcément toujours les bons arguments pour ne pas leur faire de traitement. Et souvent, ça alors de moins en moins maintenant, mais autrefois, ça se décidait souvent un petit peu entre guillemets à la tête du client. Donc ça, c'est pas très scientifique. Et puis, on sait aussi que les personnes âgées, elles font plus de toxicité des traitements. Donc évidemment, tout ça rend la décision plus difficile et c'est pour cela qu'on a développé une discipline qui s'appelle l'oncogériatrie et dans laquelle, avec les gériatres, nous apprenons à mieux connaître les personnes âgées et à mieux savoir celles qui vont bénéficier d'un traitement ou d'un traitement un peu adapté ou qui n'auront pas de traitement du tout dans certaines circonstances. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre population vieillit. Et aujourd'hui, on n'est pas loin, et en tout cas dans les 10 ans qui viennent, on va approcher les 50% de la problématique, c'est-à-dire que 50% des cas de cancer du sein surviendront chez des personnes de plus de 70 ans. Alors, vous avez beaucoup parlé avec Madame Penolorca et avec Alexandra Léry de questions de génétique, évidemment. Je pense qu'il faut revenir sur un point qui est vraiment fondamental, et j'ai entendu que vous avez parlé d'Angelina Jolie. La génétique de la personne et la génétique de la tumeur sont deux choses très différentes, mais en même temps qui sont complètement liées. En réalité, les gènes qui sont dans la tumeur et les chromosomes, dont je vous ai montré qu'ils pouvaient être complètement déréglés, etc., ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent des gènes de la personne malade. Donc, en fait, les particularités génétiques de la personne malade, s'il y en a, elles se retrouvent immanquablement dans la tumeur. En revanche, le contraire n'est pas vrai, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que toutes les anomalies génétiques qui sont fabriquées par la tumeur n'existent pas chez la personne malade. Ça, c'est important à comprendre. Et on sait que peut-être 5-6% des cancers du sein sont des maladies authentiquement héréditaires, comme chez Angelina Jolie, qu'elles sont liées d'ailleurs à certains cancers, en particulier gynécologiques, les cancers de l'ovaire, via les mutations de certains gènes, parmi lesquels les plus célèbres, on va dire, s'appellent BRCA, BRCA1, BRCA2. Si une personne est porteuse de mutations de BRCA, ces mutations vont nécessairement se retrouver dans la tumeur. En revanche, si vous trouvez des mutations de ces gènes dans la tumeur, ça ne signifie pas qu'elles sont nécessairement présentes chez la personne. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'oncogénétique, vous avez une dimension tumorale, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher les gènes anormaux dans la tumeur, mais vous devez aussi les rechercher chez la personne, parce que s'ils sont présents dans tous les gènes de toutes les cellules de la personne malade, ils sont présents dans ces gamètes, c'est-à-dire dans les cellules reproductives, et ces gènes mutés, ces gènes anormaux, ils se transmettent sur un mode héréditaire qu'on appelle dominant, c'est-à-dire que lorsque cette personne a un enfant, cet enfant a un risque sur deux d'être porteur ou porteuse de la même anomalie génétique. Et donc, évidemment, aura besoin d'être suivi et parfois même, comme Angelina Jolie, de subir des chirurgies préventives, notamment au niveau des deux seins. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est vrai dans le cancer du sein, comme l'a dit Alexandra pour le cancer de l'ovaire, lorsque les deux se rejoignent, on a parfois une divine surprise. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cancer du sein qui est d'origine génétique, avec la mutation de BRCA, ou lorsque cette mutation est survenue par hasard dans la tumeur, peu importe, mais lorsqu'elle se retrouve au final dans la tumeur, ces tumeurs vont être extrêmement sensibles à ces fameuses molécules qu'on appelle inhibiteurs de PARP, et qui vont très bien marcher dans les cancers de l'ovaire, mais on le sait maintenant, vont aussi très bien marcher dans les cancers du sein. Et on sait que, par exemple, puisqu'on parlait du traitement adjuvant, on sait depuis 1 an maintenant que les fameux inhibiteurs de PARP, on peut les donner sous forme de traitement adjuvant aux personnes qui, effectivement, présentent cette mutation, ces mutations génétiques.
Et on va donc les donner en plus de tout le reste, c'est-à-dire en plus du traitement hormonal, en plus de la radiothérapie, parfois en plus de la chimiothérapie, et on va réduire encore le risque de rechute. Ça veut dire qu'au fond, eh bien, ce fardeau génétique, ce fardeau de l'hérédité va être un tant soit peu consolé par le fait qu'on a une arme thérapeutique supplémentaire et que ces patientes, finalement, eh bien, elles vont probablement mieux guérir. Donc ça, c'est un aspect du ciblage où l'hérédité et la génomique ou la génétique de la tumeur se rejoignent. Et puis, il y a le concept que vous avez déjà approché des thérapies ciblées et de leur activité. Alors, pour faire très simple, vous voyez, la cellule, c'est une espèce de sac avec du liquide à l'intérieur. Et puis, dans ce liquide, il y a un truc fondamental qui s'appelle le noyau. Et c'est là qu'il y a le patrimoine génétique de la cellule. Et c'est ce noyau qui va commander finalement tout le fonctionnement de l'organisme cellulaire. Et puis, dans le sac, dans le liquide, il y a des petits organites qu'on appelle les mitochondries, l'appareil de Golgi, etc. Et ça, c'est la description qu'on a faite quand moi j'étais en gros étudiant en terminale, c'est la description de la biologie de l'époque. Et bien tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le sac et dans le liquide, il n'y a pas simplement 3-4 petits organes qui flottent, il y a une véritable machinerie qui sert à faire de la transmission d'informations et qui va connecter en fait le noyau à l'extérieur de la cellule via tout un tas de récepteurs. Alors ici, on en a fait un en vert là pour illustrer. Et ces récepteurs sont presque un peu comme des poils qui vont renseigner la cellule sur tout ce qui se passe à l'extérieur et la cellule va réagir, elle va être en relation avec son environnement. Et on sait que tout ça, ces fameux poils vont transmettre vers le noyau des millions et des millions d'informations qui vont conditionner finalement l'activité de la cellule. Et on sait aujourd'hui que ces voies de l'information, eh bien, elles sont complètement détournées, elles deviennent complètement folles dans la maladie cancéreuse. Et à ce moment-là, le noyau reçoit en permanence des signaux selon lesquels eh bien, la cellule doit proliférer, proliférer, proliférer encore et ignorer toutes les régulations de l'organisme. Et c'est à partir de là qu'on va concevoir la notion de thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'on va découvrir cela par l'ingénierie moléculaire, c'est-à-dire ça c'est la biologie de la fin des années 90. Hein. Et ensuite, dans un second temps, grâce à l'ingénierie pharmaceutique, eh bien, on va mettre au point des médicaments tout exprès pour aller se fixer sur les fameux récepteurs et les empêcher de jouer leur rôle. Et le plus connu dans le cancer du sein, c'est HR2. Vous voyez, à gauche, vous avez une cellule normale, une cellule de glande mammaire normale, avec un petit récepteur HR2 de temps en temps qui donne des signaux à l'intérieur de la cellule et qui va se réguler. Eh bien, quand vous avez un dérèglement du gène HR2, eh bien, la protéine HR2 va être présente en quantité bien importante au niveau des membranes, et puis surtout, ces fameux récepteurs vont perdre leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être en relation avec l'extérieur, mais ils vont s'auto-activer en permanence, un peu comme si vous laissiez en permanence le bouton on sur la position allumée pour une ampoule. Il en résulte donc des signaux en cascade qui vont pousser la cellule à se dérégler et à proliférer sans cesse. Alors aujourd'hui, on sait repérer ça. D'abord, au niveau de la cellule, on va faire agir, Madame Penot-Lorca, par exemple, va aller faire agir un petit anticorps qui va se fixer sur la protéine HR2, puis au bout de cet anticorps, il y a un colorant. Et vous voyez là, les membranes des cellules, hein, les fameux sacs dont je parlais tout à l'heure, elles sont toutes colorées en marron. Ça veut dire qu'il y a plein de protéines HR2. Et puis, à gauche, vous avez un niveau encore plus sophistiqué, on va aller regarder ce que fait le gène. Et on va aller compter les copies du gène HR2 grâce à ce qu'on appelle la fluorescence in situ, c'est-à-dire que là encore, on va mettre des sondes à ADN, si vous voulez, et puis sur ces sondes, on va mettre de la fluorescence. Et vous voyez que là, il y a du gène HR2 en rose hein, qui est trop activé et qui va donc donner naissance à cette protéine et qui donc va pousser les cellules cancéreuses à proliférer sans cesse. Résultat des courses, eh bien, vous avez donc une maladie qui devient résistante à la chimiothérapie, très proliférante, très agressive. Et puis arrive le médicament ciblé. Et le médicament ciblé, c'est un anticorps qui s'appelle le trastuzumab, qui est apparu au début des années 2000. Et cet anticorps, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se fixer sur le poil, c'est-à-dire sur le fameux récepteur HR2. Et puis de l'autre côté, il va jouer un rôle d'activation immunitaire, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il va appeler les lymphocytes. Hein, salut, je suis là, c'est moi l'anticorps trastuzumab, venez à ma rescousse.
Et à ce moment-là, les lymphocytes arrivent et qu'est-ce qu'ils font? Ils se fixent sur l'anticorps et ils boulotent la cellule cancéreuse. Et vous avez ce double effet, c'est-à-dire d'une part, on coupe le signal du récepteur et d'autre part, on détruit la cellule par une activation immunitaire. Alors c'est formidable, mais évidemment, il faut montrer que ça marche. Ce n'est pas le tout d'avoir de l'efficacité dans des boîtes de pétri ou sur des souris. Eh bien, ça a été fait au début des années 2000 et ceux qui s'en souviennent ont vécu un moment particulier au Congrès américain de cancérologie de mémoire en 2005 où 3 études, 2 études américaines et puis une étude européenne ont regardé ce que devenaient dans des essais comparatifs les personnes qui avaient reçu ou pas reçu ce fameux médicament trastuzumab. Eh bien, vous voyez que, par exemple, ici, dans cette étude, celle qui est au milieu, eh bien, après 4 ans de suivi, on n'avait plus que 68% des personnes qui n'avaient pas rechuté dans le groupe qui avait reçu les traitements traditionnels, si vous voulez, hein, la chimio, les rayons, l'hormono, etc. Et puis 86% dans le groupe qui avait reçu le traitement par trastuzumab, et ce qui correspond en fait à une diminution du risque de rechuter de pratiquement 50%. Et ça a été une révolution. Eh bien, ces personnes malades, elles étaient, avant l'arrivée de ce médicament, probablement les plus à risque, hélas, de rechuter, de décéder de leur maladie. Eh bien, aujourd'hui, on sait que ce sont celles qui ont le meilleur pronostic, comme on dit, grâce à cette révolution thérapeutique de la thérapie ciblée. Alors, identifier les cibles, c'est effectivement entrer dans l'intimité du fonctionnement cellulaire, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller voir en série comment se comportent les gènes. Et les gènes, il y en a des dizaines de milliers, hein, évidemment. Eh bien ça, dans les années 80, c'était techniquement possible, mais c'était pratiquement impossible parce qu'il fallait, comment dire les choses de manière un peu caricaturale, il fallait aller regarder gène par gène. Ça prenait des dizaines d'années et ça coûtait des millions de dollars. Eh bien aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle les techniques de séquençage de nouvelle génération, ça prend 1 heure et ça coûte 300 €. Vous voyez le bond absolument spectaculaire qui a été fait et qui permet donc de décrypter cette machinerie génétique et de faire un saut, alors non seulement dans la connaissance, hein, un saut cognitif, mais aussi un véritable saut technologique, puisque vous voyez bien que autrefois, on avait des traitements qu'on découvrait par hasard. Vous savez, la première chimiothérapie a été trouvée par hasard, c'était un gaz de combat. Il y a un croiseur américain qui a explosé dans la baie de Naples hein, en 1941. Beaucoup de monde est mort malheureusement, mais il y a des gens qui s'en sont sortis. Et puis, chez ces gens-là, eh bien, des médecins ont remarqué que le taux de leurs cellules blanches, en particulier, s'effondrait, ce qu'on appelle l'aplasie. Et ils se sont dit, bah, peut-être qu'on pourrait utiliser ça dans des maladies où il y a trop de cellules blanches, par exemple les leucémies. Et c'est ainsi qu'on a découvert les premières chimiothérapies. C'est le pur hasard. Et puis ensuite, on finit par comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence par comprendre comment la cellule marche et ensuite, on fabrique des médicaments pour aller agir sur elle. Et évidemment, c'est un paradigme qui est infiniment plus fécond. Alors voilà, voici des séquenceurs de nouvelle génération, hein, en haut à droite. Ce sont des machines qui vont permettre effectivement de faire très simplement et à très bas coût ce qu'autrefois on ne pouvait pas faire, ou du moins à des coûts faramineux et dans un temps extrêmement long. Donc, c'est tout ça qui permet de fabriquer des thérapies ciblées. Alors, il faut que je dise quand même, que je fasse un petit point sur l'immunothérapie, parce qu'on a parlé des anti-HR2, qui sont vraiment, alors là, toute une génération de molécules spectaculairement efficaces. Alexandra Léry, pour le cancer de l'ovaire, et moi-même, vous avons parlé des inhibiteurs de PARP, qui sont des avancées récentes. Mais il faut dire un mot de l'immunothérapie. Alors, pour être franc, l'immunothérapie dans le cancer du sein, c'est globalement une déception. Clairement, ça n'a une chance de marcher que pour moins de 15% de toutes les tumeurs du sein. Et ça semble marcher dans une variété de tumeurs très particulières qui s'appellent les tumeurs triple négatives. Et les tumeurs, pourquoi triple négatives? J'ai souvent des patientes qui s'inquiètent beaucoup de ça. Triple négatif, ça veut dire que je vais triplement plus mal. En réalité, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de récepteur HERD à la surface des tumeurs, qu'il n'y a pas de récepteur à la progestérone et qu'il n'y a pas de récepteur aux estrogènes. Donc, il y a 3 récepteurs qui ne sont pas là. Et donc, effectivement, ce sont des tumeurs un peu particulières. C'est à peu près 15% de l'ensemble des tumeurs du sein. Et malheureusement, comme ce sont des tumeurs qui ne peuvent pas bénéficier des anti-HR2, qui ne peuvent pas bénéficier
qui ne peuvent pas bénéficier, excusez-moi, pardon, des anti-HR2 et de l'hormonothérapie, je vais y arriver, eh bien, ce sont des tumeurs qui sont un peu orphelines. Alors, une des très bonnes nouvelles, c'est que ces tumeurs, elles sont beaucoup plus souvent que les autres affligées de mutations de BRCA. Ça veut dire que les inhibiteurs de PARP vont avoir, pour un nombre non négligeable de ces tumeurs, une efficacité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, il y a l'immunothérapie. Et les résultats que nous avons jusqu'à aujourd'hui montrent que l'immunothérapie marche incontestablement pour les tumeurs dites triple négatives. Et là, au Congrès européen de l'ESMO, nous avons eu une bonne nouvelle qui est que lorsqu'on fait de l'immunothérapie avec de la chimiothérapie en préopératoire, hein, c'est-à-dire sur des tumeurs relativement grosses, on va dire au moins 2 cm, si on ajoute de l'immunothérapie, eh bien, on augmente beaucoup l'efficacité du traitement et on diminue beaucoup la probabilité de rechute. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle du Congrès européen. Et vraiment, on espère tous que les autorités françaises vont mettre le moins de temps possible à donner à nos patientes accès à ce médicament dans cette situation-là. Hein. Donc, vous avez vu que la personnalisation, c'est quand même un problème complexe. Et il se redouble du fait que, alors je vais passer un petit peu sur la conception des médicaments intelligents, il se redouble du fait que la question qui se pose finalement, c'est, bon, avec tout ça, comme aurait dit Jacques Chancel, et la guérison dans tout ça, eh bien, je voulais simplement dire qu'évidemment, l'objectif de toutes les personnes malades et l'objectif de tous les cancérologues, c'est qu'un jour, plus personne ne décède d'un cancer dans notre pays. Et cet objectif ambitieux, il avait été effleuré par un président américain, Richard Nixon. Alors, pour ceux qui se souviennent, au début des années 60, John Fitzgerald Kennedy avait annoncé l'arrivée de l'homme sur la Lune. Et puis, à quelques années de distance, Richard Nixon a annoncé que les États-Unis allaient vaincre le cancer. Eh bien, Richard Nixon s'est trompé. John Fitzgerald Kennedy a eu raison, ce qui démontre, de façon très claire, qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de guérir tous les cancers que d'aller sur la Lune. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que vous avez plusieurs niveaux qui se superposent. Vous avez le niveau moléculaire, le niveau de l'infiniment petit. Et là, il y a des régulations fantastiquement complexes qui s'opèrent. Et puis ensuite, vous avez le niveau de la cellule. Et la cellule, c'est déjà un être vivant en soi, avec plein de régulations compliquées. Et puis, vous avez des organes qui sont faits de milliards de cellules. Et en plus de cellules différentes, il y a des vaisseaux, il y a du muscle, etc., il y a du foie, il y a du rein. Et puis, une fois que vous avez tout ça, vous arrivez au niveau de la personne, et la personne, elle a non seulement tout ça, mais elle a aussi son système immunitaire qui rentre en interaction avec tout ça. Et puis enfin, n'oublions jamais le niveau de la population, parce que dans une population, les individus se comportent différemment. Et puis surtout, un des grands défis, c'est de mettre à disposition de tous les traitements les plus innovants, mais ça, c'est un défi économique qui est effectivement d'une ampleur absolument considérable. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est nous avons plein de choses qui évoluent, nous avons plein d'espoir pour l'avenir, mais n'oublions pas que nous sommes dans quelque chose qui reste aujourd'hui encore d'une difficulté très, très, très considérable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur, pour cette fresque aussi, ces explications et aussi ces messages, j'allais dire, qu'on va pouvoir retrouver. Ça, c'est peut-être, ça a été posé plusieurs fois sur le fil. Hein, vous pourrez retrouver les présentations et vous nous avez donné à comprendre, en fait, ces mécanismes, ce temps aussi, qui expliquent, qui permettent de mieux comprendre finalement les cancers en général et dans les cancers du sein en particulier, certaines grandes caractéristiques. Alors, j'ai bien entendu aussi les messages spécifiques hein, de retour de l'ESMO avec donc des thérapies qui arrivent pour différentes catégories de cancers. Donc, ça va être communiqué certainement encore dans les semaines qui vont venir, les prochains congrès, pour que ça arrive sur le terrain. Combien de temps les biopsies sont-elles conservées? De mémoire, 30 ans, mais voilà. Après, ça, c'est une question qui vaut mieux. Alors, moi, vous savez, moi, je suis un clinicien, c'est-à-dire un thérapeute. Hein. Je ne suis pas expert sur ces questions techniques. Madame Péno-Lorca vous répondrait de façon beaucoup plus précise que moi. Mais c'est très important, en tout cas, ça, en revanche, ça, je peux le dire. C'est très important parce que, et c'est l'intérêt de tous ces efforts qui sont faits autour des centres de ressources biologiques, des biobanques, etc., c'est que sur le moment,
il n'est pas sûr qu'on ait un test particulier à faire pour proposer quelque chose à la personne malade. Mais peut-être que lorsque, hélas, elle rechute quelques années après, là, peut-être que quelque chose de pertinent se présente. Vous voyez. Donc, très intéressant de savoir, ou même on sait que, hélas, dans le cancer du sein, on a parfois des récidives jusqu'à 20 ans après. Bon, heureusement, c'est rare, mais et à ce moment-là, effectivement, la thérapeutique a tellement évolué dans l'intervalle que c'est absolument crucial d'avoir gardé des échantillons. Merci infiniment. On est pris par le temps et surtout qu'on devait accueillir une 4e personne. Donc, à chaque fois, on est très ambitieuse et on va vraiment aller s'orienter vers ces webinaires consacrés à une pathologie. Professeur Freyer, merci beaucoup. Merci à vous. On accueille maintenant donc Corinne. Corinne qui est patiente experte. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, vous êtes patiente experte, vous êtes dans le comité des patientes Paris-Saclay et vous intervenez très souvent, notamment au sein de l'INCa, et vous êtes aussi auteur de livres. Voilà. Bonsoir. Alors, déjà, quels sont les messages quand on est patient experte qu'on peut retenir ce soir de cette conférence extrêmement riche et extrêmement variée. Donc, voilà, ça ne va pas être simple. C'est ça. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Désolée, la caméra est un petit peu… c'est pas terrible la qualité, mais désolée. Par rapport au message, j'entends bien que, heureusement, que nous avons des soignants qui nous parlent, avec qui on peut échanger sur des sujets très techniques et qui arrivent à vulgariser les choses, à les expliquer de manière très claire, avec des comparaisons dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment très, très parlant pour nous qui sommes patientes, qu'on soit experte ou pas. D'ailleurs, la question ne se pose pas. On a souvent besoin d'avoir des choses qui nous parlent. Et justement, ça fait partie de ce qu'on attendait, je pense, aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais ce soir. Merci Corinne. Et du coup, vous avez été touchée par plusieurs cancers gynécologiques, du coup avec un certain espace-temps. Est-ce que vous pouvez nous dire également, finalement, dans cette expérience de relation, d'information, là on parlait quand même finalement de cette caractérisation d'une médecine plus personnalisée, on parle de tous ces noms de tests, de mutations diverses. Pour les patients, c'est quand même compliqué de s'y retrouver. Donc, comment est-ce que, dans votre expérience, vous avez vu évoluer peut-être ces explications? Comment on peut porter des messages aussi aux soignants, mais aussi également à tout l'environnement de la santé qui cherche à mieux accompagner les patients? Alors, en effet, c'est très, très important d'évoquer tout le protocole, d'évoquer les points les plus importants et par rapport… Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. On a perdu Corinne, peut-être qu'elle va revenir. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolée, j'ai des petits soucis en ce moment. Est-ce que vous pouvez reprendre, Laure, excusez-moi? La question, c'est de se dire par rapport à votre parcours qui a été en 2 temps, donc avec peut-être 2 époques d'explication des soignants. Comment vous voyez en fait l'évolution avec cette médecine qui devient quand même de plus en plus compliquée à expliquer avec toutes ces caractérisations? Comment vous voyez aussi dans votre expérience les efforts faits qu'on peut souligner? Oui, alors en effet, j'ai eu 2 cancers, un en 2007 et un en 2019, une récidive en 2019, 2 cancers gynécologiques. Et c'est vrai que l'approche n'était pas du tout la même lors du premier cancer et du second. Alors, je précise que lors du premier cancer, je n'étais pas dans le même état d'esprit que le second. Donc, peut-être que ce n'est qu'un souvenir que je peux donner. En effet, à cette époque-là, je ne me sentais pas être une personne. Je me sentais plutôt être un corps qui avait une pathologie, qui devait suivre un protocole assez lourd, puisque j'ai eu chimio, radio, curithérapie et une chirurgie.
Donc, j'étais vraiment, j'étais pas du tout actrice de mes soins. J'attendais que ça se passe et j'étais complètement déconnectée. Donc, je ne comprenais pas ce qu'on m'expliquait. Je n'entendais rien, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je n'étais pas du tout dans la maladie, en fait. J'attendais que ça se finisse et j'avais hâte que ça se termine. Lors de la du deuxième cancer, c'était donc une récidive. Là, j'étais aussi dans un autre état d'esprit parce que toutes ces années, je me suis vraiment beaucoup impliquée en oncologie. Et donc là, j'avais une autre approche qui était un peu plus générale et peut-être un peu plus technique. Donc là, je comprenais les termes, j'entendais ce qu'on me disait, j'étais prête à affronter les choses et les protocoles, tout ce qu'on m'expliquait, je le comprenais. Donc, en fait, pour résumer, en 2007, j'étais plus dans un état d'esprit de je suis un corps, soignez-moi. Et en 2019, j'étais plus dans l'esprit de on est partenaire. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation de patient partenaire à la Sorbonne Médecine. C'est que l'idée, c'était ça, c'était comment travailler avec les soignants, les comprendre et qu'eux nous écoutent aussi. C'était très important parce que je ne me sentais pas forcément entendue. J'étais écoutée lors du premier cancer, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Merci beaucoup, Corinne. Alors, on pourrait se dire quel est le mot de la fin, peut-être le message pour les patientes et les proches et les patients qui nous écoutent ce soir pour finalement peut-être communiquer, échanger avec l'équipe de soins sur tous ces sujets complexes. Qu'est-ce que tu pourrais leur offrir, qu'est-ce que vous pourriez leur offrir comme conseil? Alors, il y a plusieurs idées. Hein. Il peut y avoir d'être accompagné, c'est très important. Hein. Le rôle des accompagnants, c'est crucial pour moi. Mais ça peut être aussi d'améliorer la relation qu'on a avec les soignants, d'oser poser les questions, de ne pas avoir trop de tabous, même si ça peut être très complexe, surtout au niveau gynécologique. Il y a aussi les accompagnements par les associations, patients en réseau, bien sûr, mais d'autres associations qui sont au sein des établissements, à l'extérieur, les soins de support qui sont fondamentaux. Donc, il y a beaucoup d'accompagnements qui peuvent être réalisés et dont on n'a pas forcément connaissance. Donc, c'est vrai qu'il est très important ce rôle de patient partenaire pour que justement amener quelques pistes par rapport aux futurs patients et patientes et pour qu'ils puissent traverser les protocoles de la manière la plus légère, je mettrais entre guillemets, la plus facile possible et avec de l'espoir de fin de parcours et d'une vie de l'après. Merci beaucoup. Alors, on a un peu débordé le temps avec nos différentes présentations. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour ces échanges. On vous donne rendez-vous le 4 octobre pour une autre conférence sur la médecine personnalisée dans les cancers du poumon et cancers colorectaux. Et puis, avec le collectif 1310, je voudrais annoncer une très, très belle journée qui va être dédiée à toutes les personnes concernées par un cancer du sein métastatique. Une journée qui va rassembler des mini-conférences dédiées sur les différents types de cancers pour justement aller droit au but pour que vous puissiez poser vos questions et avoir des interactions, enfin écouter des spécialistes sur ces différents types de cancers, mais aussi de très nombreux ateliers qui n'ont pas trait, je dirais, à la maladie ou au traitement, mais plutôt sur vivre avec un cancer du sein métastatique. Donc, si vous êtes concerné, venez. Si vous n'êtes pas concerné, parlez-en autour de vous, parlez-en dans vos centres. Hein. Il y a vraiment besoin de mieux accompagner les personnes. Et puis, si vous êtes concerné par d'autres types de cancers métastatiques, venez aussi, parce qu'on sait également que voilà, il y a parfois moins d'informations, moins de choses. Il y a quand même des problématiques qui sont un peu transverses, donc n'hésitez pas. Et ça nous donnera peut-être des idées pour des projets plus spécifiques dans d'autres types de cancers. Voilà, donc plusieurs rendez-vous. Et je vais laisser Oriane nous dire au revoir au nom de Link. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être très longue. Je voulais juste remercier Corinne d'être venue, d'avoir patienté jusqu'à la fin et d'avoir si bien synthétisé. Et merci bien sûr à tous nos orateurs. À très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.